Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shadowscast, le podcast de la plateforme Shadows. Vous le savez, beaucoup voient dans la période estivale l'occasion de lever le pied, mais nous mettons le nôtre au plancher pour revenir à un turbo-rythme de publication. Et non, je ne continuerai pas à filer la métaphore de la course automobile. Manquerait plus qu'on vous parle de F1 le film. Si c'est un jour le cas, flinguez-nous, je vous en prie. Ceci dit, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est peut-être le plus grand public depuis le début de ce podcast et pourtant nous allons le plier, le violenter pour le forcer à rentrer au chausse-pied dans la grande godasse de l'horreur. Ça veut rien dire en fait. Vas-y, fait trop chaud pour avoir de l'inspiration. Bon, je vais dévier de la légendaire cohérence littéraire de mes introductions pour bifurquer sans autre forme de procès sur un questionnaire à la Julien Lepers. Pour vous présenter notre sujet, attention, aucun indice ne s'affiche sur votre téléviseur. C'est parti. Top. Né le 18 décembre 1946 à Cincinnati en Ohio. Je suis un réalisateur, scénariste et producteur américain. Ma mère est pianiste et mon père ingénieur en électricité. À l'âge de 12 ans, j'emprunte la caméra de mon papa pour réaliser un western. Puis après le lycée, je déménage à Los Angeles où je suis refusé 3 fois par la fameuse université USC. J'ai toujours rêvé de réaliser un James Bond, mais je n'ai jamais pu le faire malgré la référence visuelle inscrite sur une plaque d'immatriculation dans mon premier énorme succès. Je n'ai officiellement jamais réalisé de pur film d'horreur à part un téléfilm oublié au tout début de ma carrière et pourtant ce podcast va être dédié à certaines de mes nombreuses séquences horrifiques qui parcourent ma grande carrière. Je suis Stanley Kubrick. One Brain. Wow. Bon. Putain. C'était pas prévu que vous soyez deux à dire Stanley Kubrick. Du coup, ça me met dans la merde. Parce que nous, on l'avait prévu un peu. Voilà. Tu sais que je t'aime d'amour, mon Aurélien Zimmerman. Mais au lieu de dire des conneries, dis-moi si ça va. Et puis introduis nos invités avec douceur, bien sûr. Oui, ça va. Je vais vous présenter donc nos deux formidables invités. Le premier, il est déjà venu, journaliste cinéma et chroniqueur émérite du 2e meilleur podcast de cinéma de France, faut pas déconner, réalisé sans trucage. Un nom qui pourrait s'appliquer à sa personne, car croyez-moi, son intelligence n'est pas artificielle, il est authentique et vivace, tel un cheval de guerre de la cinéphilie. Bref, arrêtez-le si vous le pouvez, car c'est trop de talent en un seul homme. Oserais-je vous le présenter dans toute sa magnificence ? Allez oui, j'ose. Suspense. Wow. Tintin, c'est Alexis Roux. Ah. Bravo, j'applaudis. Magnifique. Pendant que je galérais à écrire mon gars. intro de merde, toi tu nous faisais ces petits bijoux là, je suis dégoûté. Attends, il reste une autre introduction. On l'appelle l'Indiana Jones de YouTube. Il explore les temples de nos films fétiches, déterre les trésors cachés de mise en scène et les reliques du sens sur sa chaîne Le Cinématographeur. Une croisade loin d'être la dernière puisque son travail se poursuit sous d'autres formes analytiques. Et oui, munique de sa plus belle plume, il a écrit un livre somme en 2 volumes, l'œuvre de Spielberg, l'art du blockbuster, un rendez-vous terminal avec le cinéaste. Et c'est dommage qu'on n'ait pas un 3e invité car du coup on ne pourra pas rencontrer le 3e type, mais lui il est là et c'est Victor Norack. J'applaudis tout. J'applaudis Victor, magnifique. j'applaudis l'intro. Bravo. Munich 2, vraiment. Ouais. Magnifique jeu de mots. Merci à vous. Et comment allez-vous, messieurs ? Ça va très bien. Chaudement, Très bien. mais ça va très bien. Alexis, quelle est ton actu ? Quelle est mon actu ? C'est une question qui se pose aux invités, je crois. Aucune actu particulière, parce que c'est bientôt les vacances au moment où on enregistre. Il nous reste 2 épisodes à tirer pour y rester, et après, c'est la pause estivale. Nice. Voilà. Et puis, si vous ne connaissez pas encore RST, c'est un podcast ciné. Alors, sur réaliser l'actu. son trucage, je le redis Oui, voilà. en toutes lettres. Sur l'actu cinéma, en fait, tout simplement. Quoi. Exactement, ouais. Sur les nouvelles sorties, sur les actualités qu'agite l'industrie et sur le cinéma de patrimoine aussi. On Mais a à force d'entendre- 3 rendez-vous hebdomadaires tout de même. C'est oui. pas mal. Mais c'est vrai qu'à force de recevoir Sophie et Alexis, vous connaissez maintenant. Notre deuxième invité, en tout cas, vous le connaissez peut-être pas encore, c'est Victor Norack. Et du coup, comme je l'ai dit, et comment ça va, Victor ? Écoute, ça va très bien. J'enchaîne les rendez-vous, les interviews et tout ça. C'est vraiment chouette. Il y a une petite émulsion autour du bouquin que j'attendais pas. Donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir un retour en fait des gens à la fois dans le public et dans l'industrie qui disent c'est cool ce que tu fais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du bouquin, comment t'en es venu à le faire et pourquoi t'en es venu à le faire, et peut-être aussi un peu de ta chaîne YouTube ? En fait, tout part sur ma chaîne YouTube. J'avais commencé ça il y a 3 ans. J'avais fait quelques épisodes et en fait, Third Edition est venu me chercher en disant on aime bien la manière dont tu parles de cinéma, on aime bien la manière dont tu parles de Spielberg. On est en train de lancer une nouvelle collection cinéma, donc est-ce que ça t'intéresserait d'écrire pour nous ? Donc j'ai commencé à écrire 3 chapitres, je leur ai envoyé sans rien trop leur dire parce qu'ils étaient beaucoup trop longs et ils m'ont dit c'est top, continue. Et je leur ai dit vous avez vu la taille des chapitres ? C'est un petit peu long. Oui, on va peut-être faire 2 volumes. Donc c'est pour ça que ça y est sorti depuis 1 mois maintenant le 2e volume, le 2e tome de l'œuvre de Steven Spielberg, l'art du blockbuster, qui est fini maintenant. Ça y est, j'ai fait les 35 films, 34 plus Poltergeist, que je compte à moitié dedans. Et donc voilà, c'est très très chouette d'avoir enfin terminé ça. Je vais pouvoir me remettre à ma chaîne YouTube d'ailleurs d'ici quelques temps. On sort un épisode avec le Ciné Club de Monsieur Bobine, un double épisode sur Fight Club. Trop bien. Génial. Est-ce que tu as déjà d'autres sujets de bouquins en tête ?
Je vais m'arrêter parce que j'en suis à 2 burn-out sur le bouquin, 3 ans de boulot, 1000 pages. J'avoue que je suis, j'arrive un peu au bout et je me suis fait interdire surtout par mon mari d'en écrire un autre. Mais ouais, j'aimerais bien faire un truc pour suivre ce qu'avait fait Torres sur le cinéma américain des années 70. J'aimerais bien faire le cinéma américain des années 80, le cinéma américain des années 90 et des années 2000. Je pense qu'il y a une belle trilogie à faire sur 3 décennies qui reflètent leur époque avec plein de thématiques en fait transverses à travers plein de films qui ont jamais discuté les uns avec les autres mais qui finalement parlent de la même chose. Et puis en fait, c'est clairement ta venue à Paris parce que tu ne vis pas en France et le fait que tu aies sorti ce bouquin récemment qui nous a du coup donné l'opportunité de faire cet épisode. Alors au début, on s'est dit peut-être qu'on fait une thématique film de monstres et tout, ça relie un peu à Spielberg. Et puis finalement, on s'est dit non, on va faire l'horreur chez Spielberg et comme ça, on pourra parler franco de tout ça et de ton bouquin. Donc c'est trop chouette. Et c'est très cool de votre part de me recevoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire ça parce qu'en plus on avait déjà collaboré avec Shadows sur ta chaîne YouTube. Sur la vidéo sur The Thing que je vous encourage à aller voir. Exactement. Qui est en collaboration avec Rattle Rock. Oui. Avec qui on a déjà collaboré aussi. Enfin bref, c'est une grande famille. Et en tout cas, c'est trop cool. Et j'avais juste une autre question avant que Laurent te pose la sienne. Pourquoi tu as choisi Steven Spielberg comme sujet pour faire ce bouquin somme en fait, une carrière énorme. C'était beaucoup de boulot, tu le savais. Pourquoi tu as choisi ce cinéaste-là ? Parce que c'est un cinéaste qui me parle pour plein de raisons familiales. C'est un peu avec lui que j'ai découvert l'histoire de ma famille. À un moment, mon père, quand j'avais 9 ans, m'a foutu devant la liste de Schindler. Et à la fin, j'étais en larmes. Il m'a fait, voilà, t'as vu l'histoire de notre famille. Mon père a été interné dans les camps à Buchenwald. Il a eu exactement la même chose. Il s'est fait plus ou moins libérer à la libération. Il a été pris dans une espèce de pirogue jusqu'en Tchéquie, exactement comme dans la liste de Schindler. Puis plein de choses comme ça. Et un des premiers film dont je me souviens, c'est Jurassic Park. Donc voilà, ça fait partie des trucs que Spielberg, ça a toujours été un peu mon rapport au cinéma premier, et aussi parce que j'ai l'impression de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Donc voilà, c'est pas comme si je me mettais sur Michael Mann, qui est un peu plus difficile d'accès, et notamment aussi pour les gens, parce que en vrai, tout le monde a vu un Spielberg. Je pense pas qu'il existe quelqu'un qui n'ait pas vu de Spielberg, en tout cas dans le monde occidental, quoi. On va revenir sur Spielberg, j'ai pas mal de questions à te poser aussi. Même s'il ne faudra peut-être pas trop falloir s'étendre parce qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de trucs à dire. Voilà, il va beaucoup falloir de qu'on se 18 tienne. heures, c'est bon. Mais on va déjà avoir la petite question rituelle que tu peux écourter à loisir ou étendre, et puis on se débrouillera après, ne t'inquiète pas, sur ton rapport au cinéma de genre. Alors, parce qu'en règle générale, c'est vrai que, puisque toi tu es plutôt généraliste dans ton approche du cinéma, tu ne te limites pas en cinéma de genre, même si ce n'est pas forcément une limitation pour nous, mais bref, je me comprends. Mais est-ce que tu as un rapport plus particulier au cinéma de genre par rapport au cinéma en général ? Si oui, comment ça t'est venu ? Sinon, comment tu le places dans ton amour du cinéma ? Voilà. Alors, on va dire, par rapport à mon approche du cinéma maintenant, aujourd'hui, moi, j'adore le cinéma de genre parce que c'est un cinéma qui est obligé de se casser un peu le cul pour faire quelque chose, pour transmettre des émotions, pour transmettre quelque chose, pour transmettre un regard sur le monde. C'est souvent à travers le genre qu'on a les points de vue les plus directs, je trouve. Et donc, c'est vraiment un genre qui me passionne. C'est un cinéma qui est peut-être un peu plus facile à regarder, donc c'est un cinéma que je consomme peut-être un petit peu plus que, effectivement, les films hongkongais des années 30, qui en existe peut-être pas énormément. Il y en a quelques-uns. Ça a commencé à et sinon, c'est un genre que j'ai beaucoup peut-être regardé par opposition avec mes parents, peut-être. Eux, ils détestaient tout ce qui était fantastique, science-fiction. Qu'est-ce que tu regardes encore comme conneries ? Donc moi, j'étais dans les rayons du vidéoclub niveau horreur, et j'ai écumé tout ce qu'ils pouvaient proposer quand j'étais gamin, et que voilà, j'avais la télé dans ma maison de vacances chez ma grand-mère et pas chez mes parents, donc je pouvais regarder absolument ce que je voulais. Et donc j'ai vraiment regardé à peu près tous les films d'horreur du vidéoclub, même si j'avais été terrorisé petit par Tintin, le Rai-Jai-Jai dans les cigares du pharaon, et j'avais été terrorisé, je pense que c'est ma première vraie terreur, par la fin de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah bah oui, comme beaucoup de gens de notre génération. Tout à fait. C'est marrant que tu cites les cigares du pharaon, parce que moi c'était Raskar Kapak, dans les 7 boules de cristal. Ça, c'est un trauma générationnel. Moi, c'était l'araignée dans l'île mystérieuse. Ouais. Mais c'est fou, cette série a traumatisé vraiment tout le monde, c'est dingue. Mais c'est terrifiant. Y compris Spielberg d'ailleurs. Ouais, bien sûr.
Très bien. Alors du coup, dans l'introduction un peu bordélique que j'ai fait tout à l'heure, j'avais une insertion. Je ne sais pas si tu es d'accord avec. Est-ce que, à part le fameux téléfilm La Chose de Spielberg, qui est un peu invisible aujourd'hui, Something Evil, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, qualité de merde. Dans une qualité de merde, mais au moins visible, qui est une espèce de l'exorciste avant l'exorciste. C'est très, moi, je l'ai étrange. vu en direct. Enfin, en direct. Lors de son unique passage chez Spielberg, j'étais chez lui pendant qu'il le faisait. Non, dans son unique passage à la télévision en France sur la 5, dans les années 80, fin 80, début 90, fin 80, je pense. Et ça m'avait vraiment marqué. Mais est-ce que tu es d'accord qu'à part ça, Spielberg n'a pas encore vraiment fait de pur film d'horreur? On avait même tout à l'heure ce débat avec Aurélien avant de commencer le podcast. Moi, je compte Poltergeist dans sa filmographie au moins à moitié parce qu'il est au moins fait à 4 mains. Qu'on le veuille ou non, il y a 4 mains là-dedans, il l'a écrit. Donc, ouais, je pense que son incartade, pour moi, elle est dans Poltergeist. Okay, très bien. Officiellement réalisé par Toby Hooper, je le rappelle. Qui apparemment, pour pas mal de monde sur le plateau, disait, il y avait même celle qui joue Tangina, elle disait Toby Hooper, il aurait même pas pu diriger la circulation dans l'état où il était, vu à quel point il était drogué, donc je comprends pas comment il aurait pu réaliser un film. J'ai passé 10 jours sur le plateau, je l'ai pas vu une seule fois. Ok. Non, mais bon, de toute manière, il suffit juste d'être capable d'avoir une sensibilité sur les styles cinématographiques pour voir le reste de la filmo de Toby Hooper, la filmo Spielberg, et de sentir d'où vient le vent. Moi, pour le coup, je considère, et à vrai dire, c'est plus ou moins une réalité historique, mais Spielberg est artistiquement parlant. Si on prend comme point de départ le début de sa carrière comme réalisateur professionnel, il est vraiment né dans l'horreur. Parce que son premier contrat, c'est pour le pilote de Night Gallery. En 68, 69, quelque chose comme ça. Donc la série de Rod Serling, qui est une série fantastico-horrifique. Effectivement, il va faire Something Evil en 72. Mais surtout, il fait Duel en 71, qui est pour moi totalement un film d'horreur. Enfin, moi, c'est un film que je trouve terrifiant du début à la fin. Je considère il y a Eyes avec John Crawford aussi qu'il a fait. Quel pilote de Night Gallery. Ah, c'est celui-là, pardon. C'est le pilote de Night Gallery avec John Crawford. Ouais. C'est son premier contrat de cinéaste. Il a John Crawford à diriger sur son plateau et il a 23, 24 ans. Mais il a fait donc Duel, et puis son premier succès populaire, on va en reparler, c'est Les Dents de la Mer. Pareil, pour moi, un pur film d'horreur, quoi. Donc pour moi, il a déjà mis les 2 pieds dedans, et dès le début de sa carrière, ce qui n'est pas le cas de tous les cinéastes de cette génération-là. Le premier film de Scorsese, par exemple, c'est un film d'auteur façon un peu nouvelle vague cinéma européen. T'as The Big Shave quand même. T'as The Big Shave, mais qui est un court-métrage de 5 minutes. Oui. Si tu vas vraiment sur la fin de Taxi Driver. Oui, bien sûr, mais malgré tout, le démarrage de Scorsese, son film de fin d'études, parce qu'il a fait des études à la différence de Spielberg, quoi, c'est Who's That Knocking at My Door, et c'est vraiment un truc, c'est âpre, parce que c'est vraiment un truc façon nouveau ciné européen sur les atermoiements d'un New-Yorkais dépressif, quoi. Ou les débuts de Palma aussi, d'ailleurs. Et les débuts de Palma, pareil, il filme des pièces de théâtre expérimentales, il est pas du tout dans le côté Hitchcockien. Mais très vite, il part sur Sisters en 68. Bien sûr. Enfin, mais tu sens que c'est quand même quelque chose qui travaille l'imaginaire à l'époque de tous ces gens-là. Pareil, Coppola, comment il s'appelle, Dementia 13. Voilà, Coppola lui démarre carrément chez Corman, comme Jonathan Demme aussi. Mais pour le coup, Spielberg, mine de rien, il a démarré dans l'horreur, même s'il s'est jamais limité à ça. Et très vite, il s'en est émancipé. Mais ça fait toujours bizarre quand tu considères le Spielberg d'aujourd'hui, qui est vraiment ce grand divertisseur de génie, qui a fait des films parmi les plus merveilleux d'Hollywood. Non, il a démarré en filmant des trucs flippants quand même. Il a un vrai versant dark dans sa film. Oui, en plus, il a une vraie part sombre. Et qui a évolué en plus au fur et à mesure, on va en parler. Voilà, donc du coup, vous ne l'aurez peut-être pas encore compris, mais notre axe aujourd'hui dans ce podcast, ça va être de prendre la filmographie de Steven Spielberg. On a chacun choisi un film, mais on n'a pas choisi de parler d'un film dans son entier. On a choisi de parler. C'est compliqué aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup dormi pour des raisons que je n'expliquerai pas. Il faudra un deuxième podcast, mais c'est pas grave. Donc nous avons choisi de parler de scènes horrifiques dans des films de Steven Spielberg, des films qui eux-mêmes ne sont pas forcément totalement horrifique. Alors pour certains, notamment celui d'Aurélien, ça peut prêter à discussion. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est l'axe qu'on a choisi. Donc on va parler de scènes en particulier. Donc on va un peu vous décrire des scènes. On espère que vous les aurez vues avant. Peut-être que c'est une bonne idée, si vous ne les avez pas vues, de vous arrêter maintenant, d'aller voir le descriptif du podcast. On va mettre la liste des films et puis peut-être d'aller revoir les films avant de ou les découvrir si vous ne les avez jamais vus. Comme ça, vous serez plus en phase avec les choses. On risque de spoiler des trucs. Hein. Oui. Voilà, on va en spoiler
DVD, c'est sûr et certain. Mais donc voilà. Et puis on va procéder par. Alors d'habitude on pioche des petits papiers, mais là pour l'évolution justement peut-être de la mise en scène, etc. De faire par ordre chronologique, ce qui nous amène donc avec toi. On t'a pas prévenu, c'est vrai. Non, j'ai pas été Faut prévenu. ouvrir le bal. Voilà. Eh bien Victor, quel film et quelle scène as-tu choisi? On va parler des Dents de la Mer. Tout le monde parle des Dents de la Mer en ce moment, c'est le cinquantenaire. En plus, oui. Voilà, mais on va essayer d'en parler un peu sous un autre axe. Moi, j'ai choisi une scène. Alors, les Dents de la Mer, c'est particulier parce que j'ai été très longtemps interdit de le voir. Mes parents m'avaient interdit de regarder les Dents de la Mer. Ils m'avaient interdit de regarder La Nuit des Morts Vivants. Ils m'avaient interdit de regarder Shining et L'Exorciste. Les autres, aucun problème. Massacre à la tronçonneuse, tout ça, pas de souci à 10 balais. Mais par contre, j'avais pas eu le droit de voir les Dents de la Mer. Donc, Pareil que toi, moi, les Dents de la Mer et L'Exorciste, on m'avait interdit. Comme quoi, on a dû avoir des ça a parents. trop- Shining, Shining, il y a 10 ans, je suis sorti, j'ai tremblé, je disais non, faites pause, là, j'en peux plus. Mais c'est parce que ils devaient pas avoir vu Massacre à la tronçonneuse, c'était daron. Par contre, tous les darons ont vu les Dents de la Mer et ça les a marqués, quoi. Bah ouais. Et ça avait complètement terrorisé mon frère qui maintenant il va avoir 50 ans et il n'ose toujours pas mettre un pied dans l'eau dès qu'il voit pas le fond, il peut pas. Et donc j'ai été interdit très très longtemps de voir ce film, donc je l'ai découvert un peu sur le tard et en fait ça a super bien marché. Vraiment, moi qui aime pas spécialement effectivement non plus ne pas voir le fond dans l'eau. Je pense que ça a terrorisé tellement de monde. De toute façon, en 75, quand il est sorti, il y a eu une chute drastique du tourisme balnéaire aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment monstrueux ce que ça a fait, au sens propre d'ailleurs. Et en fait, c'est une scène que j'ai choisie qui est pas la plus horrifique du film. C'est pas là où on découvre la tête dans le bateau. C'est pas là où il y a le plus de sang. C'est pas la plus dégueulasse, mais c'est vraiment la plus grosse montée en tension. C'est la scène qui finit par la mort du petit Alex, donc sur son petit matelas pneumatique jaune avec son petit short de bain rouge. Et donc c'est une scène qui dure à peu près 5 minutes, qui est vraiment très très Hitchcockienne parce que c'est que de la montée en tension, où en fait Brody, donc le shérif de l'île, est sur un transat et il va faire que regarder ce qui se passe autour de lui. Et il regarde à droite, il regarde à gauche, on suit son regard et on attend avec lui, on sait qu'il va se passer quelque chose, on est sûr. Et la question c'est qu'est-ce qui va mourir en fait à la fin. Et ce que j'aime beaucoup, je pense qu'on va quand même pas mal parler de mise en scène parce que c'est vraiment l'axe de mes deux bouquins. Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est vraiment que Spielberg nous immerge complètement dans l'esprit de Brody. Et on voit qu'on est dans le nouvel Hollywood à cette époque-là, on est en 75, et qu'il va enfreindre plein de codes qui normalement dévoilent un petit peu l'artefact cinéma. Ne serait-ce qu'à un moment, il utilise une double bonnette, c'est-à-dire une lentille qui permet de faire le point à la fois sur un sujet très très proche et à la fois sur un sujet très très éloigné de part et d'autre d'un écran. De Palma l'a utilisé 50 fois, Tarantino aussi derrière, et Spielberg très très peu. Et en fait, dans ce film-là, à un moment, donc Brody voit quelqu'un qui se rapproche énormément de lui pour lui parler d'un truc de stationnement, un truc tout con de la vie de tous les jours. Et derrière, il essaye lui-même de faire le point sur un couple qui est dans l'eau et qui est en train de crier. Il sait pas très bien. Donc voilà, il va nous dire, en fait, là, il essaye littéralement de faire le point sur les deux trucs en même temps. Ce que j'adore d'ailleurs à ce moment-là, c'est que souvent l'utilisation des doubles bonnettes, elle est très visible dans une scène. C'est-à-dire que c'est vraiment un effet stylistique, non seulement pour rapprocher les deux points, mais même quasiment esthétique. Ouais. Et je trouve que dans cette scène de Spielberg, on remarque pas le côté esthétique. Déjà parce que la limitation, je trouve qu'il l'a super bien travaillé, on la remarque pas. Et puis surtout, on est tellement dans le flux de la mise en scène qu'à ce moment-là, moi je sais que je ne vois pas la double bonnette, je vois juste l'effet. Moi, je la vois vraiment. Il utilise. Après, quand tu sais qu'un objectif peut pas faire le point sur deux endroits différents, dès que tu le vois, tu sais qu'il y a une demi-bonnette, mais il l'utilise une deuxième fois un peu plus tard dans le film quand t'as Brody qui est à table avec son gamin, je crois. Il fait un plan en demi-bonnette où là, pour le coup, tu vois beaucoup plus la délimitation, mais parce que sur ce plan-là, il y a l'eau derrière. Et donc l'espèce de fondu entre les deux points passe super bien parce que l'eau c'est déjà en soi quelque chose d'un peu brouillé et ça permet de dissimuler l'artifice. Et plus la scène continue, plus on va avoir d'artefacts comme ça qui vont. Il y a des faux raccords absolument géniaux dans la scène où au départ on le voit, il y a sa femme à côté de lui sur un transat, il y a une radio, il y a des espèces de bagages, il y a une cabine de change derrière avec plein de trucs qu'on voit sous la porte. Et plus la scène avance, plus en fait Spielberg a enlevé des trucs à droite à gauche pour montrer qu'en fait littéralement il fait le vide dans son esprit, il essaye de se concentrer sur la mer. Et ça finit par un travelling compensé
pensée, donc le truc qui vient du Vertigo d'Hitchcock, de Sueur froide, qui est la caméra qui se recule en même temps que ça dézoome, que ça zoome, ou l'inverse. Et là, en fait, il va faire en sorte de figurer le vertige de Brody à l'écran. D'ailleurs, c'était le plus grand qui avait jamais été fait. Et donc, résultat, en fait, on voit la femme de Brody derrière. En fait, il est sur un fauteuil roulant et elle le pousse en même temps, elle le pousse vers la caméra. Donc, si on est un peu attentif, on voit ce que ça donne. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, très très Hitchcockiens dans la mise en scène qui à la fois trahissent un peu l'effet cinéma, mais qui vont en fait nous montrer qu'on est complètement dans son esprit et qu'en fait, c'est pas filmer la réalité, c'est filmer la façon dont il voit la réalité. Et voilà, moi c'est une scène qui me passionne vraiment, et Hitchcock avait toujours refusé de voir le film en disant je vois pas pourquoi je regarderais un film sur un poisson. Et en fait sa fille Patricia Hitchcock avait rencontré Spielberg après la mort de son père et avait dit c'est dommage que mon père l'ait jamais vu parce que je pense que c'est exactement comme ça qu'il aurait mis en scène cette scène-là et ce film-là. Mais il travaille aussi la confusion des points de vue dans cette scène-là. C'est ce qui la rend aussi. Je pense que c'est ce qui instinctivement la rend très angoissante aussi pour le spectateur. C'est qu'il y a des plans que tu captes pas au premier visionnage. Vraiment, tu fais pas attention à ces plans-là. Tu vois ce qu'il y a dedans, mais tu fais pas attention à la forme en elle-même, qui sont des plans impossibles si t'es dans le point de vue de Brody du début à la fin. T'as vraiment ce sentiment, hein, t'as ce sentiment d'être vraiment rivé à son regard et d'observer la séquence en même temps que lui. Mais il y a un plan de coupe filmé depuis la mer. Ce qui n'a aucun sens. Si t'es dans la logique de je veux suivre le point de vue du personnage, tu peux pas faire ce plan-là parce que le personnage n'est pas dans l'eau. C'est le territoire du requin là, à ce moment-là. Et donc en fait, il va systématiquement casser son dispositif à plein d'endroits. Ce que faisait d'ailleurs déjà Hitchcock dans La Corde. Où tout le monde est sorti de La Corde en se disant oh c'est incroyable ce plan séquence unique. En fait il y a quatre coupes hyper visibles dans le film, mais que tu remarques pas parce que tu es complètement happé par ce qui se passe, et Hitchcock voulait justement démontrer que le spectateur n'allait pas les voir, et je pense que Spielberg travaille aussi la même chose, et ça donne, une fois que tu as capté ces trucs là, pour moi c'est vraiment une séquence qui dessine aussi l'impuissance du personnage. C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, il essaye tant bien que mal d'être en avance sur l'action, d'être en avance sur le drame, et il n'y arrivera pas, quoi. Et d'ailleurs, le moment où le requin arrive avec juste ce plan magnifique sur le bâton du chien qui flotte à la surface de l'eau, pareil, ce plan-là, Brody peut pas le voir, en fait. Parce que la caméra est vraiment au bord de l'eau, et donc c'est une information à laquelle lui ne peut pas avoir accès. Et donc toi, spectateur, à ce moment-là, tu sais que le requin va débarquer, tu sais que Brody ne l'a pas vu et ne peut pas le voir, et donc tu sais que c'est foutu, quoi. Et c'est un plan qui est hyper impactant, quoi. Et c'est une scène en plus qui, pour le coup, oppose deux points de vue, parce que le deuxième point de vue empirique, vraiment pur POV de la séquence, c'est le requin. Bien sûr. Sous l'eau. Et peut-être justement que ces plans filmés de l'eau plus tôt peuvent justement commencer à impliquer peut-être que le requin est déjà là juste par la mise en scène et non pas par des faits. Ça, c'était une question que je m'étais posée. Après, moi, j'adore aussi la façon de déjouer les attentes du cinéma, c'est-à-dire que parmi les victimes potentielles, puisque c'est ça aussi, il y a un petit jeu de mais qui va y passer, si quelqu'un y passe, qui ça va être, c'est le dernier auquel tu penses, c'est le gamin. En tout cas, selon les règles du cinéma hollywoodien. Et c'est lui qui va prendre. Donc ça, et en plus, avec une image vraiment forte, cette image du gamin un peu au loin, là, où là, on est plus en POV, et vraiment qui tend les mains comme ça, dans un énorme bouillon de sang. Elle est très, très cruelle, cette image. Et à ce moment-là du film, tu as eu cette scène d'intro, mais qui ressemble presque à une scène de slasher, un petit peu. Mais là, on entre vraiment de plein pied dans quelque chose de beaucoup plus familier et de beaucoup plus impactant, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment une scène qui redistribue un petit peu les cartes et dit le film va peut-être vous emmener dans des endroits où vous ne attendez pas. Et tu parlais de POV, de point de vue, de plan subjectif. Et en fait, pour moi, ça fait partie. Les Dents de la Mer, c'est un espèce de diptyque avec Halloween 3 ans après, où formellement, les deux cinéastes vont inventer un truc à partir de leur premier plan qui est pour tous les deux, pour Halloween et pour Les Dents de la Mer, c'est un plan subjectif dans les yeux du tueur. Donc le premier des Dents de la Mer, c'est un plan sous-marin. Techniquement dire que Carpenter a volé, on en parlait d'ailleurs à Bob Clark, l'ouverture de Black Christmas, 74. Et pour le coup, cette espèce de plan, mais que Bob Clark va pas refaire après. Il y a pas une interrogation sur le point de vue. Assez peu, non. Voilà. Il n'y a pas d'interrogation sur le point de vue. Non. Contrairement à Halloween, où en fait, avec ce point de vue-là, ce premier plan subjectif, après, pendant tout le film, il va te dire est-ce que Michael Myers est derrière ou pas la caméra. Et en fait, à chaque fois, il va faire mentir la caméra subjective. Et Spielberg fait exactement la même chose, parce qu'il y a des points de vue sous-marins qui sont du point de vue du requin quand il y a la musique. Et quand on revoit le film, on se rend compte qu'il y a des points de vue sous-marins qui sont
pas du point de vue du requin, parce qu'il n'y a pas de musique. Et il y a plein de trucs comme ça où il va nous donner des regards caméra quand il y a le requin, des regards caméra quand il n'y a pas le requin. En fait, il va vraiment poser la question de où est-ce qu'on se place en tant que spectateur. Et ça, c'est super C'est une Hitchcockien. constante chez lui en plus. C'est une constante, mais c'est un truc qu'il a vraiment hérité d'Hitchcock, de l'espèce de quadrilogie de Fenêtre sur cour, Psychose, la mort aux trousses et Vertigo. Vertigo, merci. Même qui, un peu dans Les Oiseaux aussi, les oiseaux dialoguent aussi beaucoup De toute façon, avec les dents de la mer. pour moi, la scène des. Je sais pas s'il y a des abonnés de Réalisation de Cache qui nous écoutent, mais je vais bientôt faire une analyse de cette séquence-là en justement la comparant. Pour moi, les deux séquences dont elle est le remake, pour moi, c'est une scène qui emprunte énormément à Fenêtre sur cour et qui en même temps est une sorte de remake à peine déguisé de la scène de l'école dans Les Oiseaux. Ça repose exactement sur les mêmes principes dramaturgiques et aussi en termes de mise en scène. Mais il y a quand même, il y a une trace de modernité dans cette séquence-là qui est typique des années 70. C'est que vraiment, la scène te dit ne fais pas confiance aux images que tu vois parce que on est en train de te mentir. Le montage est en train de te mentir et si tu fais pas gaffe, tu vas tomber dans le panneau. Ce que je disais sur les contre-champs impossibles qui devraient pas être là parce qu'ils brisent la logique du point de vue et de l'immersion de la scène. Et c'est un truc que Hitchcock, pour le coup, ne fait pas dans Fenêtre sur cour, par exemple. Fenêtre sur cour, une fois. Une fois, il y a un plan, il y a deux plans dans Fenêtre sur cour où il va questionner le narrateur, le moment où justement on a un plan des deux qui sortent de le voisin et sa femme qui sortent de chez eux, la caméra fait un panneau et là on voit Jeffries en train de dormir. Premier plan qui interroge la place du spectateur et un deuxième à un moment quand il se passe quelque chose à l'extérieur et que pour la première fois il y a un regard caméra du voisin vers le Jeffries. C'est la toute première fois que le voisin est au courant de la place de Jeffries. À ce moment-là, c'est le seul moment où la caméra sort de la tout se passe à l'intérieur et à ce moment-là, pile à ce moment-là, dès que tu as une conscience en fait du personnage en face de Jeffries qui le regarde, la caméra sort, fait un travelling à travers la fenêtre et sort dans le film d'Hitchcock, les images que tu vois de ces différents appartements et de la vie des voisins, ces images-là sont jamais questionnées pour ce qu'elles te montrent. Ce qui est questionné, c'est tout ce que le personnage de James Stewart va extrapoler tout au long du film. Et il met en question le montage, mais pas les images. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand tu vois le voisin sortir avec sa femme, tu vas te poser des questions à posteriori sur qu'est-ce que cette image-là peut me raconter si je la juxtapose avec une autre. Mais en elle-même, il n'y a pas de mensonge dans cette image-là. Dans la diégèse du film, tout ce que tu vois est réel. Tu vois, c'est pas des comédiens en train de jouer les voisins. Tu vois non, mais tu te poses la question toujours de ce que lui, il va imaginer par rapport à ce qu'il y a en face. Le film te dit peut-être que James Stewart est en train de se monter un truc et toi, avec lui, qui est pas vrai. Mais le film te manipule pas comme Spielberg va le faire, où lui, pour le coup, vraiment, sans te le dire, sans l'expliciter, il te fait des plans impossibles que tu ne remarques pas et tu te rends compte a posteriori que le film t'a mené en bateau. C'est là où est la trace de modernité un peu. C'est justement parce qu'il casse les points de vue qu'il fait naître la menace aussi. Parce que toi, tu le perçois pas forcément en tant que spectateur quand tu vois le film parce que t'es dedans et que c'est ultra bien mené et shooté, mais c'est justement quand le point de vue change, et dans ton cerveau il y a un truc qui dit ok, là il y a un truc différent, il y a une menace qui arrive et en plus cette scène elle est dans la première partie du film où vraiment la menace elle est invisible, sous-jacente, où du coup elle peut surgir un peu de partout, qui est mis en opposition avec la deuxième partie du film qui est tout aussi géniale, mais là où tu as une menace plus directe, plus frontale, avec notamment cette idée géniale des barils jaunes qui vont traquer le requin, et donc on sait à peu près où se dirige la menace et comment l'affronter, et donc les enjeux vont être différents. Là l'enjeu il est encore, et moi c'est la partie du film que je préfère, il est encore qu'est-ce qui va se passer, par où ça va arriver, par où ça va attaquer, et c'est là tout le génie des Dents de la Mer, et du sens du suspense. Et pareil, tu vois, t'as des plans qui sont très perturbants quand tu les isoles du reste de la scène. Moi, j'ai toujours été fasciné, toujours, ça fait un moment en tout cas que je suis fasciné par les plans de coupe sur les gosses qui jouent dans l'eau, où vraiment ils tapent à la surface de l'eau, ça fait des giclures de flotte partout qui d'ailleurs servent à dissimuler les coupes qui sont très brutales. Et c'est pareil, ces plans-là, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? Je suis en train de regarder, j'étais dans le point de vue de Brody il y a 3 secondes, et là je suis en gros plan sur des gamins qu'en plus je n'arrive pas vraiment à situer géographiquement sur je sais pas à quel endroit de la plage ils sont, et c'est hyper désorientant. Ce qui est incroyable, c'est que je me faisais cette réflexion l'autre jour en regardant un film qui n'avait absolument rien à voir, c'est que le point de vue d'un personnage dans une scène, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand tu veux dire quelque chose et provoquer quelque chose, mais quand tu t'appelles Spielberg, tu peux le briser, et en fait ça ne se remarque pas et ça n'attaque pas, ça ne brise pas le pacte avec le spectateur. Mais l'autre jour je voyais un film dont on a parlé dans le précédent podcast qui est Earth Eyes,
un slasher et une comédie romantique /slasher. Et en fait, il y a un moment donné dans ce film où il y a un truc de mise en scène qui m'énerve à chaque fois que je le vois, c'est quand il y a un personnage qui se rapproche doucement et avec méfiance d'une porte entrebâillée. Ouais. Et tu vois, et on se dit, est-ce qu'il y a une menace derrière cette porte entrebâillée dans la pièce sur laquelle ça donne? Et systématiquement, presque toujours, à chaque fois que je vois une scène comme ça, il y a un plan filmé de l'intérieur de la pièce qui montre la personne qui s'approche par la porte entrebâillée de l'autre côté du point de vue. Ouais. Et donc moi, à chaque fois, je me dis, mais je veux pas rentrer dans la pièce à ce moment-là. Moi, je veux être toujours avec la personne qui Je veux pas s'approche. qu'on réponde. Voilà, je veux pas qu'on réponde avant, ou parce que si la caméra bouge un peu, ça veut dire qu'il y a un POV. Si elle est très fixe, ça voudrait plutôt dire qu'il y a rien. Ou alors peut-être qu'on va me mentir. Mais moi, je veux pas. Je veux juste être tout du long avec ressentir la même chose que les personnes, son appréhension, tu vois. Et donc là, du coup, c'est vraiment un plan qui casse le côté POV d'une scène un peu comme ça et qui me sort du film. Mais dans la scène de la plage de Spielberg et dans de la mer, ça me gêne pas du tout. C'est vraiment faut être. Et alors, il y a un procédé de mise en scène que j'adore dans ce film, qui est souvent un procédé, je trouve, d'une discrétion. Et lui, s'il le fait tellement dans cette scène que c'est pas du tout discret, j'adore. C'est les volets. Les passages en volet. Et il y en a, je ne sais pas quoi, il doit y en avoir une vingtaine quasiment de ces scènes volet, très tu veux courtes. Voilà. Et il doit y en avoir quasiment une vingtaine. Et j'adore la façon dont ils utilisent parce que ça devient frénétique. Et les volets qui sont d'habitude utilisés pour faire des transitions presque imperceptibles à l'œil nu parce que un passage d'un élément constitutif de la physique de la scène va créer un mouvement qui va te permettre de faire un raccord et donc le raccord est moins visible. Et lui, il l'utilise tellement que ça devient ultra visible, mais du coup, ça donne un rythme, une accélération au tempo des émotions de Brody qui de plus en plus se dit mais je pense qu'il se passe un truc. Je trouve que l'utilisation des volets est géniale dans cette scène. Mais en fait, ça, c'est un truc aussi qui est typique de Spielberg. C'est pas dans tous ses films, mais quand même, c'est assez souvent qu'il va prendre un effet de style assez marqué pour faire avec le contraire de ce que c'est censé accomplir. Tu le disais, un effet de volet censé dissimuler la coupe, lui s'en sert pour souligner la coupe. Ça rend le raccord dans l'axe encore plus brutal, encore plus visible. Et pareil, le travelling compensé sur Brody, qui est une référence donc à Vertigo, ce qui est quand même fou, c'est qu'il fait une référence à Vertigo pour faire le contraire de Vertigo. Vertigo, tu filmes en plan subjectif. Tu veux montrer que James Stewart a le vertige, donc tu vas filmer la cage d'escalier en travelling compensé. Alors que là, c'est focus. Et Spielberg, il filme le personnage. Donc il se dit, je fais la même chose qu'Hitchcock, mais en fait pour faire le contraire d'Hitchcock. Moi, je filme le personnage, pas le décor. J'en ai rien à foutre que le décor soit distordu. Je veux le personnage au milieu du plan. Et c'est pareil, moi, à mon sens, peut-être une des clés de lecture du film, enfin de la scène, c'est qu'il te dit explicitement avec ce plan-là, je suis pas en train de faire le petit Hitchcock illustré, je me suis approprié les trucs et je les renverse, j'en fais des éléments formels à moi. Le travelling compensé, ça, justement, il met en image la perte de repère du mec, le fait qu'il est paumé, qu'il est tangent et tout. Alors que là, c'est l'inverse, il filme un personnage focus sur un truc et qui est absorbé en fait par une menace concrète qui est. Il filme la sidération en fait, voilà, tu vois, où d'un seul coup, il ne voit plus que ce gamin en train de se faire bouffer sous ses yeux, il sait qu'il pourra rien faire et en plus le travelling compensé, ça donne l'impression que le décor est en mouvement et lui est au milieu, complètement figé, et t'as vraiment un sentiment d'impuissance très fort. Mais c'est ça que moi je trouve fascinant avec le film, c'est que le film démarre sur 1 heure d'un personnage qui ne va faire que regarder tout le temps, qui va être assis et qui va être complètement passif. Et en fait, quand tu regardes, quand tu décortiques un peu la filmographie de Spielberg, t'en as plein comme ça des personnages qui, pendant la première heure de film, vont être complètement passifs et vont arriver souvent en passant à travers un écran. Le cinéma chez Spielberg, c'est toujours très littéral, c'est passer à travers l'écran pour entrer dans la fiction ou pour entrer dans la réalité. Et t'as ça justement à la scène de l'hôpital où le maire décide enfin de dire à Brody, c'est bon, partez en mer, donnez les $10,000 à Quint et tuez-moi ce requin. À ce moment-là, t'as un grand rideau blanc qui fait tout l'écran et Brody l'ouvre et passe à travers. Et en fait, quand tu regardes un peu la filmographie de Spielberg, t'as la même chose. Jurassic Park, c'est à peu près la même chose. C'est des personnages, pendant 1 heure, ils vont être assis sur un siège et ils vont faire que regarder. Et puis, tu as le T-Rex qui passe et qui défonce le toit le toit en verre de la voiture, voilà, qui redouble l'écran de cinéma. Après, les écrans de cinéma, il y en a plein dans Jurassic Park. Mais dans Empire du Soleil, c'est la même chose. C'est un petit gamin qui est dans une voiture et qui va regarder à travers les fenêtres de la voiture qui sont au format 1,85. Mon Spielberg préféré. Voilà, on le présente tout à l'heure avec Alexis, mais le podcast sortira trop tard. Et voilà, il y a la scène du diner aussi dans La Guerre des Mondes. Exactement. Où il voit l'émeute à travers la fenêtre. La Guerre des Mondes, c'est ça, c'est des personnages qui au début vont être chez eux devant leur écran de télé. Et en fait, à un moment, moi, il y a un plan que j'aime beaucoup dans La Guerre des Mondes, mais on y reviendra. C'est un moment, il regarde les infos à la télé, il éteint et en fait, il se retrouve en reflet. Il devient celui qui regardait avant. Et c'est comme ça dans plein des films de Spielberg. Et c'est ça que je trouve
trouve fascinant et J'en ai qui des vient frissons. aussi de Fenêtre sur cour. Et en fait, dès qu'on commence à décortiquer un petit peu, Spielberg, il refait un peu toujours ce truc-là. Minority Report, la même chose. Un mec qui regarde des images derrière un écran, littéralement, et qui à un moment se dit il faut que j'en sorte, il faut que je passe de l'autre côté de l'écran et devenir l'acteur de ces trucs-là. Il est dans cette espèce de voiture, il défonce la vitre de la voiture, il passe à travers. Et justement, à ce moment-là, il saute sur toutes les voitures et il se retrouve dans cette espèce de plan moi, qui m'a toujours fasciné, où il se retrouve cul par-dessus tête avec des contorsionnistes qui ont la tête en bas. Et en fait, il inverse littéralement ses procédés. C'est ça qui est toujours marrant chez Spielberg, c'est qu'on a beau dire c'est un amuseur de foule, tout ça, mais dès qu'on va décortiquer un petit peu, on se rend compte à chaque fois que les images sont ultra parlantes et ultra symboliques. C'est très cérébral. Et d'ailleurs, dans cette séquence, le moment que je trouve le plus dur, c'est peut-être le moment en termes de mise en scène le plus anodin. C'est le moment où la mère de Alex fait partie des gens qui cherchent l'être qu'elle aime et quand tout le monde est sorti de l'eau et on se rend compte en même temps que tous les autres que c'est la seule qui n'a pas retrouvé la personne qu'elle attendait qui sortait de l'eau et qui a un plan qui n'a pas de style en lui-même, si ce n'est celui de mettre en évidence un peu par rapport à la perspective le fait que tout le monde sort de l'eau et qu'elle reste au bord de l'eau seule à regarder autour. Et je trouve ce plan déchirant parce que c'est un procédé physique simple. Elle reste seule, là où tout le monde est sorti de l'eau. Elle reste la plus proche de l'eau. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle attendait. Et en même temps, c'est un plan qui, par son staging, a son effet, mais qui techniquement n'a pas de style, alors qu'on vient de voir juste avant un défilé de procédés cinématographiques très poussés, très affichés, pour susciter quelque chose chez le spectateur. Et là, c'est beaucoup plus discret. Et moi, c'est vraiment le moment qui me cueille à chaque fois. Mais en conclusion, ça ne vaut pas le plan de la bite arrachée dans Piranha 3D. Sur ce, très beau plan. C'est au tour de Laurent, je crois. C'est au tour de Laurent, voilà. On va pas aller très très loin dans le temps, puisqu'on va aller au film suivant de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, donc sorti en 1977. C'est un film qui est inspiré quelque part du premier long métrage de Spielberg, mais qui n'a jamais été officiel, puisque c'est un film perdu qui s'appelait Firelight, qui était déjà un film qui parlait d'OVNI. Donc et toujours que quelques minutes qui subsistent du film. Il n'y a jamais eu la. Je crois pas on les aura jamais, parce que les bobines Super 8 originales n'existent plus. Donc, Et Spielberg, lui, en plus, je crois, dit que c'est ce qu'il a fait de pire dans sa carrière. Donc, il a peut-être pas envie qu'on le voit. Ouais. Après, quand tu vois les 20 minutes trouvables sur YouTube, c'est pas pour un film tourné à 12 ans, c'est pas dégueulasse. Voilà, donc Rencontre du troisième type, je pense que vous savez de ce dont ça parle, des manifestations d'OVNI dans un état, je crois que c'est l'Ohio ou l'Indiana, peut-être juste Indiana. à côté. Ça commence à Indiana et ça passe en Ohio à un moment, voilà, c'est ça. C'est Muncie, Indiana, qui est la ville typique. Voilà, exactement. Que j'ai lu, bien sûr. Merci. Et donc, voilà, une manifestation d'OVNI, des personnes qui sont de plus en plus obsédées par ces OVNI, l'effet que ces manifestations, disons, été témoins ont eu sur eux et leur quête pour essayer de trouver du sens à tout ça. Une quête qui se situe aussi bien du côté d'un col bleu que de l'armée et des scientifiques, et d'une maman et son petit garçon, et c'est vraiment à eux qu'on va s'intéresser. Alors c'est une scène qui se déroule un peu en deux temps, parce qu'en fait elle a déjà une amorce assez tôt dans le film, à la 11e minute du film je crois. Donc on voit le petit Barry qui dort chez lui dans sa maison au milieu des champs et un bruit le réveille, les jouets dans sa chambre s'animent tout seul et donc ça l'intrigue, ça l'émerveille un petit peu, et il descend à la cuisine parce qu'il entend du bruit, il voit le frigo ouvert, on voit qu'il voit quelque chose mais nous ne voyons pas ce qu'il voit et on comprend que ce qu'il voit l'émerveille au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de travelling d'ailleurs. C'est pas... Ce que je trouve assez génial, c'est que cette marque absolue du travelling avant de Spielberg vers des visages qui voient quelque chose, là cette fois il se réfrène parce qu'on est plus vraiment dans une intimité de la découverte et en même temps aussi dans quelque chose de plus suspendu, parce que nous, l'ambiance de la scène est un peu flippante et on se demande à ce moment-là si l'enfant va avoir quelque chose d'horrible ou pas, et puis son sourire nous indique quelque chose, et pourtant le ton de la scène ne va pas changer. Après c'est la maman qui va se réveiller, on va voir l'enfant qui est sorti dehors, l'orage commence un petit peu à gronder, les arbres s'agitent, et ça va finir par cette scène, ce plan large de la maison avec des nuages en fond, de la petite silhouette blanche de l'enfant qui s'éloigne en riant. On n'est pas loin de Poltergeist déjà, premièrement, et puis surtout ce plan va un petit peu répondre à la fin de la scène dont je vais vraiment vous parler, puisqu'on va aller plus loin à la 48e minute du film, et on va retrouver à nouveau Gillian, la maman, et Barry, son enfant.
Déjà, c'est une scène qui commence par un raccord que j'adore, qui est le raccord sur François Truffaut qui joue la musique des visiteurs sur un synthé, et on passe sur Barry qui joue Pardon. Et on passe sur Barry qui continue la mélodie, qui essaye aussi de la faire sur son petit xylophone. Déjà, c'est un raccord que je trouve absolument génial, puisque c'est un raccord sonore et c'est un raccord qui lie les plus grands scientifiques mondiaux qui réfléchissent à ce mystère, et puis à un enfant qui le ressent intrinsèquement et qui le fait mieux presque avec ses jouets à lui. Entre l'intellect et l'émotion. Voilà, et ça va être tout l'enjeu du film de toute manière, ce basculement entre l'intellect et l'émotion, ce basculement, comme tu l'as dit, un chemin initiatique de quelqu'un qui doit rentrer dans la fiction pour réussir à s'accomplir et à trouver la vraie magie. La scène dont je vais vous parler, donc la scène d'enlèvement du petit Barry, qui est une scène, en fait une pure scène de home invasion, et qui va être vraiment un crescendo de tension, qui va utiliser de plus en plus au fur et à mesure du déroulé de la scène d'éléments visuels du cinéma d'horreur. Ça commence dès le début par une musique assez inquiétante qui vient à la fois appuyer les sensations de la mère devant qu'elle sent ce qui va se passer. Elle voit les nuages qui arrivent, puisque au début de cette scène, on comprend que des nuages étranges arrivent et avec des lumières non naturelles à l'intérieur, et on se dit que ce qu'il y a dedans vient vers la maison pour soit enlever Gillian, soit Barry. Magnifiques effets spéciaux de Douglas Trumbull qu'il a emprunté à Stanley Kubrick justement dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Et à ce moment-là du film, donc la musique, elle commence un petit peu à épouser le côté horrifique. La réaction de la mère épouse le côté horrifique. Barry, lui, n'est pas dans le même film. Lui, Barry, à ce moment-là, il est dans du merveilleux. Mais le reste du film, à ce moment-là, ne l'est pas. Et plus cette scène va avancer, plus ça va être un crescendo en termes de montage, en matière de lumière, en matière de bruitage, en matière de musique, vers quelque chose d'horrifique, à un tel point même que parfois Spielberg va vraiment casser un petit peu son code visuel pour avoir des points de vue, un point de vue de POV qui est vachement surprenant. C'est celui à travers la cheminée à ce moment-là du film, qui est avant un pur plan Spielbergien avec un staging génial où les personnages, Barry et sa maman, regardent le plafond, entendent du bruit en haut, et donc le travelling avant en contre-plongée va avancer pour illustrer que quelqu'un marche au plafond, puis après va s'arrêter sur un miroir sur le mur qui va nous permettre de voir Gillian et sa réaction tout en restant dans le même plan, et puis ensuite qui va panoter en plongée vers le bas sur le petit Barry devant la cheminée qui va dire venez jouer, alors que des cendres tombent par la cheminée. Et la mère va mettre la main dans la cheminée, et là d'un coup on passe dans quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus violent, ce travelling presque Sam Raimi, avant l'heure, de la caméra qui descend à toute vitesse à travers la cheminée vers la main de la mère. Et là on est vraiment dans le pur film d'horreur. Le monstre arrive, il va t'attraper la main, est-ce que tu vas réussir à fermer la trappe ou pas? Et là donc, et après c'est encore plus dur. Il y a même au niveau auditif, puisqu'elle va attraper son téléphone, essayer d'appeler les secours. On réentend la musique des visiteurs, mais là cette fois elle n'est pas jouée par un enfant xylophone. Elle a un côté numérique de plus en plus rapide, très obsédant et un petit peu menaçant. Et toute cette scène donc est vraiment pour moi purement horrifique, et pourtant elle raconte quelque chose qui n'est pas horrifique. Elle raconte quelque chose qui est uniquement horrifique du point de vue de personnages qui ne sont pas encore rentrés dans la compréhension de ce qu'ils vont vivre. L'enfant, lui, l'a déjà compris. Et donc, cette scène, c'est deux points de vue qui s'affrontent, celui de la mère et celui de l'enfant, puisque toutes les interactions que la mère va avoir avec les manifestations des visiteurs qui essayent de rentrer dans la maison, qu'on ne verra jamais, sont complètement opposées à celles de son enfant, qui lui voit tout comme un jeu. Il est très content quand il voit les vis qui se dévissent toutes seules. Il trouve que c'est un beau joli tour de magie. Et quand sa mère remet le tapis, lui saute sur le tapis en disant ils arrivent. Il est tout content tout du long. Et quand sa mère, à la toute fin de la scène, va essayer de l'empêcher de sortir par la trappe pour chien, on a envie qu'elle y arrive, mais lui il veut y aller. On a presque l'impression qu'il est plutôt content que les visiteurs aient réussi à l'arracher à sa maman. Et ça se termine donc par la mère qui, plan large, maison sur la gauche, le ciel menaçant de moins en moins puisque les nuages s'en vont et les lumières aussi sur la droite, et Gillian qui court en hurlant le nom de son fils. Donc on est sur le versant complètement angoissé de la fin de la première séquence avec Barry. Et à ce moment-là du film, Spielberg choisit l'horreur sciemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore cette traversée de l'écran, ce pas vers la fiction. Et donc, il choisit justement d'adopter le point de vue de quelqu'un qui n'a pas encore fait ce voyage. Et c'est ça que je trouve c'est ce qui rend la scène vraiment terrifiante, parce que quand on ne connaît pas le film, la première fois qu'on le voit, on ne sait pas encore à ce moment-là quelle est l'intention de ces visiteurs. Et donc, c'est ça qui est aussi assez génial, c'est que c'est une manipulation qui est justifiée narrativement. Mais ce qui est fou, c'est que quand on a déjà vu le film et quand on la revoit, elle est toujours aussi angoissante, quand même.
parce que la puissance de la mise en scène fait qu'on a beau savoir que finalement ce qui adviendra de Barry n'est pas quelque chose d'horrible, cette scène est toujours aussi stressante parce qu'on sent le traumatisme de la personne qui le vit, c'est-à-dire Gillian. Et voilà, donc c'est une scène que je trouve vraiment passionnante, toujours extrêmement efficace, avec rien, des spots jaunes et bleus, de la fumée dehors, agiter des gazinières et des frigos, et puis le reste, la magie de la mise en scène de Spielberg, de la musique de Williams, de la photo de Zygmunt, de tout quoi. Mais c'est étrange parce que justement, comme ça, c'est deux points de vue. Le gamin qui est complètement envoûté par ça, tu devrais avoir cette impression toi aussi de magie, mais en fait pas du tout. Voilà, et ouais. ça me fait beaucoup penser à Poltergeist justement, avec la petite qui fait They're here. Complètement. C'est vraiment un écho. C'est moi, quand on voit cette scène et quand on voit Poltergeist, on ne peut pas se dire que Spielberg n'est pas globalement à la manœuvre derrière Poltergeist. Et malgré tout l'amour que j'ai pour Toby Hooper et l'envie de le conserver comme ça, De le réhabiliter. de le réhabiliter, c'est impossible. C'est impossible, je trouve. Mais cette scène-là, elle est, moi je l'ai toujours trouvée paradoxalement, non pas décevante, mais c'est pour le coup, moi j'ai découvert Rencontre du troisième type sur le tard. Moi aussi. Parce que je l'ai découvert en Blu-ray pour la première fois il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, je n'avais vu jusqu'à présent que la version Director's Cut. Pour préparer cette émission, j'ai rematé le film et pour le coup, j'ai maté la version spéciale de 1980 que j'avais jamais vue. Oula. Mais non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la version spéciale, la scène de l'enlèvement de Barry a beaucoup plus d'impact. Parce que t'as moins de scènes intimistes dans la famille de Roy. Il a coupé beaucoup de ces trucs-là à la demande du studio. Et puis il a aussi filmé l'intérieur du vaisseau, ça c'est pas possible. Mais bon, bref. Mais dans la version Director's Cut, t'es tellement sous pression dans les scènes de dispute familiale que tu ressens moins la dimension horrifique de cette scène, je trouve, en fait. T'es beaucoup plus facilement du côté du gamin, en fait. Tu mets beaucoup plus à la place du gosse et tu visualises un peu plus la surréaction en fait de la mère, qui évidemment n'est pas une surréaction à l'instant T. C'est pas que les extraterrestres en fait ils sont gentils, mais tu es plus à même de le penser parce que t'as besoin d'un échappatoire un peu magique parce que tu te tapes à côté des scènes de disputes familiales qui sont très dures quoi et très naturalistes pour le coup. Mais justement, c'est là où je trouve le film vraiment intéressant, vraiment dans sa version Director's Cut, parce que il faut que ça soit aussi horrible en fait les scènes de famille que cet enlèvement-là. En fait, c'est vraiment l'horreur du quotidien qui filmait à ce moment-là où voilà, on va pas refaire l'histoire de Spielberg où son père est parti, tout ça, sans qu'il sache pourquoi. Très bien, il lui en voulait. Et c'est pour ça qu'en fait, le Rencontre du troisième type, c'est un peu un film qui donne une justification au départ de son père. Enfin, très clairement, c'est ça. C'est t'es parti, mais il y avait une raison pour laquelle t'es parti. C'est un peu comme Bernie, tiens, c'est marrant. Un petit peu. Mais vraiment, c'est ça. Il abandonne sa femme avec ses 3 enfants. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans E.T., quelques années plus tard, on aura exactement la même famille. Hein. C'est 2 grands garçons, une petite fille, avec la maman seule. C'est exactement. Ouais. E.T. permet à Elliot d'accepter le départ de son père. Et d'accepter le départ de son père aussi. Thématiquement, de toute façon, les deux films se répondent. Hein, même symboliquement, sur le Rencontre du troisième type, c'est relecture de l'Ancien Testament. E.T., c'est les relectures du Nouveau Testament. Enfin, c'est 2 films complètement miroirs. Et d'ailleurs, on va en reparler notamment sur cette scène. Mais justement, le principe de base de Rencontre du troisième type, c'est là où je vis, là où je suis, c'est l'horreur. Et il n'y a que finalement le cinéma, en vrai, parce que l'union de la lumière et du son à la fin, c'est très clairement le cinéma. Le vaisseau s'ouvre et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir l'intérieur. Le vaisseau s'ouvre, c'est un écran blanc 16/9 de 35. C'est la lumière pure, c'est rentrer dans la lumière du projecteur. Enfin, la lumière du projecteur, on l'a dans tous les films de Spielberg, ne serait-ce que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'Arche d'Alliance. C'est rien du tout. C'est exactement, d'ailleurs, j'avais regardé, c'est exactement un écran de 35, c'est le même ratio. Et à l'intérieur, on a une lumière de projecteur. Il y a plein de films comme ça où il va refigurer l'écran, la lumière du projecteur à travers. C'est pour ça que l'arrivée de Janusz Kaminski avec ses backlights et tous les trucs, ils pouvaient que se rencontrer et faire des trucs ensemble. Villeneuve, excuse-moi, mais juste, je pensais à cette scène. J'adore ta façon justement dans le livre, il est là maintenant de disséquer toute la scène de fin de Rencontre du troisième type à travers l'optique. C'est un plateau de cinéma, etc. Il y a des caméras partout. Il inverse complètement. Et Villeneuve a fait exactement la même chose dans Premier Contact, et je sais pas si vous avez lu la nouvelle L'origine de Premier Contact, mais l'écran qui est l'interface de discussion entre les aliens et les humains n'a pas du tout cette forme-là dans le livre. Et c'est vraiment Villeneuve qui l'a transformé, pareil, en écran en cinémascope, et je pense que c'est
Très bel hommage à Spielberg. Il en fait une tablette tactile aussi. Oui. Tu vois, il update un peu parce que je pense qu'il parle un peu plus de communication. Tout à fait. Mais ouais, en fait, le rencontre du troisième type. Après, il faut dire que c'est un film quand même d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il se répond avec E.T. parce que il a le même problème fondamentalement qu'E.T. C'est qu'il y a Carlo Rambaldi aux effets spéciaux qui sont catastrophiques. Pour ce qui est des effets spéciaux pratiques, des marionnettes. Et ça, c'est quand même l'énorme problème de rencontre du troisième type. La même année, il était peut-être trop occupé à Orca, où pour le coup, les effets spéciaux sont vraiment pas mal. Ouais, peut-être. Mais ça nuit un tout petit peu quand même à la saveur du film a posteriori quand tu sais que tout ça te mène vers des petites marionnettes en polystyrène. Qui, moi, me dérange pas en vrai. pré-mâché, Et après, le film coûte que dalle. Hein. C'est 2 fois moins qu'Indiana Jones. Oui, c'est 2 fois moins qu'Indiana Jones, mais c'est 3 fois le budget annoncé. Oui, mais Il comme tous les son films, budget, comme tous les films à cette époque. Hein. Non, mais comme tous les films qu'il fait lui à cette époque-là. Oui, C'est-à-dire déjà Les Dents de la Mer, c'est un et les énorme autres, budget. tous les Friedkin, les Coppola, bien sûr. ils ont tous triplé leur budget. Évidemment, mais ça, c'est au bout du compte un film qui va rapporter énormément d'argent, mais qui reste un film assez onéreux en fait pour ce que c'est sur le papier. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette scène-là, c'est que c'est peut-être la scène la plus économique du film dans les effets en fait. C'est celle qui fait le plus volontairement rudimentaire. C'est une scène de fête foraine quoi. Tu disais toute cette gazinière qui se met à sauter sur place, ce genre de truc, c'est vraiment des effets de train fantôme. Le spectateur peut tout à fait envisager qu'il y a des mécaniciens derrière en train de secouer le truc et tu l'admets complètement et ça ajoute en fait à la dimension foraine de cette scène-là, alors que le reste du temps quand t'as les extraterrestres avec les effets de Trumbull et tout, pour l'époque c'est très abouti, c'est des images qu'on n'a pas vues souvent au cinéma. L'arrivée du vaisseau mère, c'est quand même un truc absolument spectaculaire. Le grand plateau de cinéma de l'époque. Qui est dépassé ensuite, je crois, par le plateau 007 à Pinewood. Ouais, à Pinewood, et après c'était. Et après, il y a le plateau de Hook. Ouais. Bon, alors là, c'est autre chose ça, mais j'ai pas beaucoup de sympathie pour ce film-là. Mais arrête, je te l'ai fait redécouvrir un petit peu. Un petit peu. C'est déjà pas mal. Mais en fait, ouais, moi, c'est ça qui est touchant dans cette scène aussi. C'est que derrière le côté un peu horrifique et spectaculaire, t'as vraiment ce truc de on assume que c'est fait de briques et de broc. C'est pour ça que la magie vient de ça aussi. C'est pour ça que la scène elle marche toujours aujourd'hui en fait. Parce que si t'avais vu, je sais pas, la machine à laver flotter avec une espèce de, c'était pas vraiment des fonds verts à l'époque, mais tu vois, de double impression sur l'image et tout. Comme t'as dans Poltergeist les objets qui flottent, tu vois, ça aurait plus mal vieilli et la scène marcherait moins bien aujourd'hui. Mais à l'époque, il s'est pas dit, je vais pas le faire parce que ça va mal vieillir. C'est juste qu'il a fait ce choix-là et aujourd'hui, la scène elle garde son intensité parce que justement elle est simple et que du coup t'as pas ces effets qui peuvent aujourd'hui te sauter un peu à la gueule. Et donc on a la même scène dans E.T., quasiment exactement la même scène mais inversée. Justement on parlait de l'effet miroir des deux films où il y a exactement les mêmes effets de lumière, les mêmes couleurs et en fait dans E.T. c'est très marrant parce que c'est une home invasion aussi mais par les gens de la CIA, FBI, on sait jamais trop ce que c'est et en fait il y a un train électrique qui se met à tourner tout seul de façon complètement inexpliquée et où en fait finalement les méchants de Rencontre du troisième type au moment où on regarde le film c'est des aliens et à ce moment-là dans E.T. en fait les méchants ça devient les êtres humains et c'est les extraterrestres qui sont les gentils et tout est inversé quand ils ouvrent la porte dans E.T. qu'il y a cette espèce de cosmonaute qui arrive qui a aucun intérêt d'avoir un cosmonaute à cet endroit-là, il devrait avoir une tenue anti-radiation, tout ça. Non, là c'est vraiment une tenue de cosmonaute parce que Spielberg voulait aussi inverser cette image du cosmonaute qui est normalement l'image du triomphe des États-Unis. Enfin on est 15 ans après le premier homme sur la Lune, même pas 13 ans, c'est vraiment les États-Unis sont les maîtres du monde parce qu'ils ont envoyé ce cosmonaute dans l'espace et en fait là ça devient une vision de terreur et tout ce qui est les autorités dans E.T. devient la terreur absolue et c'est très marrant cette inversion complète de la mise en scène entre les deux. Et il y aura une troisième inversion même d'ailleurs avec Les Guerres des Mondes parce qu'il y aura aussi une réutilisation de beaucoup de symboles de symboles visuels et de mécanismes visuels de ces deux films qui vont encore être réinterprétés sous un autre axe. Ouais, mais moi ça fait partie, Rencontre du troisième type c'est pas un film que j'aime. Je parle trop loin ? Non, voilà, le micro n'est pas assez vert ta bouche. Alors que tout devrait être vert ta bouche. J'ai l'impression de rester constamment extérieur au film. C'est un film qui me parle pas, qui me touche pas. Je trouve qu'il est hyper théorique et impérieux et que Spielberg est ultra loin de ses personnages par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, je trouve. Et je m'attache à rien. Et le film reste trop théorique pour moi et du coup alors il y a le fait que je l'ai découvert très tard et que du coup on sait que c'est un film culte et tout. Je m'étais peut-être fait un truc c'est un des Spielberg que j'ai pas vu et ça va être ouf. Et je sais pas, je reste constamment extérieur à la chose. Alors j'aime bien le côté, c'est un film sur l'obsession, sur le personnage de Richard Dreyfuss, toute la scène où il met toute la terre dans sa maison et tout, ça me fait marrer, je trouve ça assez ouf jusqu'où il va. Mais même à l'arrivée, le personnage qui est un peu le personnage principal,
finit par m'énerver au plus haut point parce qu'il abandonne toute sa famille et tout. Je sais pas, c'est un film qui me parle pas à moi. Je sais pas comment. Enfin, t'es pas dans ma tête, mais j'allais dire, non. toi qui es vraiment, enfin vous qui êtes des experts de Spielberg, qu'est-ce qui fait que ce film peut-être peut laisser plus de gens sur le carreau que d'autres qui sont un peu plus, qui réunissent un peu plus, tu vois, Jurassic Park, j'ai l'impression que tout le monde aime, tu vois, comme ça. C'est marrant parce que moi c'est vraiment peut-être le film qui m'a fait entrer en cinéphilie. Il avait ressorti je crois en 97 en la version Director's Cut pour la première fois, et en fait il avait mis au Gaumont Kino Panorama, et j'étais tout jeune, et je sais pas pourquoi je suis allé voir ça, je suis entré, j'ai regardé le film, je suis sorti, je suis réentré, j'ai revu le film, et là je me suis dit, je devais avoir 10 ans, et je me suis dit je veux faire ça dans ma vie, il faut enfin il y a beaucoup de ces cinéastes de cette époque-là, les Spielberg, les Lucas, même Cameron, qui disent on a vu 2001 l'Odyssée de l'espace au cinéma, on est sorti de la salle, on était quelqu'un de différent, on a eu une expérience mystique, et moi j'ai eu cette expérience mystique là avec Rencontre du troisième type, mais peut-être qu'il faut le voir en fait vraiment très jeune pour avoir ce rapport-là, parce qu'effectivement pas mal de gens qui l'ont découvert peut-être un peu plus tard n'ont pas le même rapport au film. Et aussi parce que vas-y. C'est parce qu'aussi la trajectoire du personnage est inverse de la trajectoire habituelle qu'on attend d'un cinéma américain grand public Spielbergien, même si Spielberg finalement a quand même beaucoup plus souvent déjoué les traditions du cinéma américain grand public qu'on ne voudrait le croire, même s'il en a décrit les codes de l'intérieur, il les a beaucoup plus souvent pervertis. Mais c'est un film qui décrit véritablement le parcours d'un père de famille loin de sa famille pour vivre son rêve. Donc à ce moment-là, c'est sûr que quand soit parce qu'on a certaines valeurs ou parce que on se dit que être proche des gens qu'on est censé aimer, de ses enfants a posteriori, c'est encore pire parce qu'ils seraient que en couple à la limite. Bon, c'est l'histoire d'une rupture, c'est pas très grave. Ouais. Mais là, il les oublie complètement, mais parce qu'il va vers quelque chose de plus grand, une vérité plus humaine qui change le point de vue de l'humanité sur sa propre existence. Dans ce cas-là, on embrasse pas la daronne du gamin. C'est cette scène qui m'énerve trop. Mais parce que justement, le seul but est son accomplissement, sa transformation vers cette personne transcendée par ce qu'elle va découvrir, ce qu'elle va totalement embrasser, cette croyance. C'est en ça que tu parlais d'un parallèle avec la religion. Il faut dire que c'est un film je vais pas dire que c'est un défaut, mais c'est un film qui change d'identité en cours de route. Oui, clairement. Parce que tu commences avec cette scène d'ouverture qui est certainement l'une des scènes les plus belles qu'il ait jamais tournées, où tu découvres les avions dans le désert avec cette tempête de sable, et où tu termines sur ce plan qui moi m'avait vraiment glacé quand j'ai vu le film la première fois, sur Bob Balaban qui se recule en marchant, en traduisant ce que vient de dire l'autochtone à François Truffaut, et où d'un seul coup tu prends conscience que ok, il y a des aliens quelque part, tu sais pas où, mais tout ça c'est eux qui l'ont fait, et maintenant il va falloir essayer de les trouver. Et puis t'as la séquence en Inde qui est pareil, une séquence pour le coup de film d'aventure hyper grandiose, et puis après le film se resserre beaucoup plus sur l'intime, et sur un intime qui est pas du tout spectaculaire, qui est même un peu pathétique, qui est désagréable. Et tout ça te ramène in fine vers une conclusion ultra spectaculaire, mais il faut accepter qu'en cours de route, le film change. Il change de cap plusieurs fois. Voilà, il pile et il change de direction avant de revenir au spectaculaire, et c'est pas si évident en fait. En vrai, c'est le premier plan de Rencontre du troisième type. J'adore les premiers plans chez Spielberg, ça dit toujours tout. En fait, c'est dans cette espèce de grande tempête de sable, il y a 2 points qui arrivent, lumineux, qui arrivent du fond du cadre et qui se rapprochent de plus en plus. Tu vas voir un film qui s'appelle Rencontre du troisième type, t'es persuadé que c'est une soucoupe volante qui arrive vers toi. Et en fait, non, c'est une Jeep. Et en fait, il va tout ramener il va déconstruire les attentes du spectateur très, très, très régulièrement, justement, parce qu'il va te dire, mon but, c'est pas de parler de ça, c'est de parler des êtres humains, de la communication, de l'impossibilité de communication, et qu'est-ce qu'on peut faire pour transcender ça. C'est Spielberg qui se diagnostique dyslexique et profondément avec un gros souci de communication avant l'heure. C'est la scène dont tu parles, c'est ça, c'est un hispanique qui communique avec un francophone par l'intermédiaire d'un anglophone en plein milieu d'une tempête de sable avec des avions qui sont pas censés être là. Enfin, c'est que des trucs. Et la scène suivante, t'arrives sur un gamin qui tape sa poupée sur son landau en train d'hurler, le père qui fait son truc de train électrique, pendant que la mère lui dit qu'il faut éteindre la télé parce qu'il y a la télé en fond qui est en train de raconter ce qui va se passer plus tard dans le film, qui est les 10 commandements et le fait que Moïse va en haut de la montagne pour trouver l'illumination. C'est exactement ce qui va se passer dans le film, où on va chercher la Devil's Tower, et l'autre gamin qui lui demande de faire ses exercices de maths, et en fait, résultat,
t'as comme ça toujours la petite histoire, la grande histoire, tout se répond toujours en miroir chez Spielberg. Et on en reparlera dans La Guerre des Mondes, c'était cet effet miroir du macrocosme et microcosme qui se répondent. Mais pour moi, c'est ça qui est toujours très, très vraiment fascinant, c'est que t'as toujours ce renvoi du macrocosme, microcosme et toutes les histoires s'imbriquent, comme dans Jurassic Park, où on se rend pas vraiment compte que Alan Grant, il veut pas avoir d'enfants au début, et comme les dinosaures peuvent pas avoir d'enfants, et finalement les dinosaures peuvent avoir des enfants, et Alan Grant finit le film avec les deux gamins dans les bras, et il regarde les pélicans qui sont l'évolution littérale des dinosaures, et qui eux aussi prennent leur envol, comme lui a évolué. Enfin, toujours toutes les histoires. D'ailleurs, il y a deux plans qui se répondent dans Jurassic Park, où tu vois Ellie qui voit les empreintes de pas d'Alan Grant et des gamins qui sortent de la voiture en disant ils sont vivants, et après tu as exactement le même plan sur quand Alan Grant découvre les œufs de dinosaures, et tu as les traces des petits dinosaures, et qui les met en parallèle. Enfin, ce serait vraiment... D'ailleurs, je trouve que souvent les scénars de David Koepp qu'adapte Spielberg sont souvent remplis de beaucoup de subtilité aussi d'écriture, je trouve. Alors David Koepp, Qu'est-ce qu'on pense ? David Koepp en parle, et il dit mes scénarios sont extrêmement retravaillés par Spielberg, parce que en fait il se voit en amont, ils en discutent, et Spielberg lui dit il faudrait que tu mettes ça, il faudrait que tu insères ça dedans, j'aimerais qu'on parle de ça. Et quand tu vois David Koepp, quand tu lis David Koepp en entretien, à chaque fois il dit en fait voilà, pour Jurassic Park on a complètement tout réécrit, parce qu'à la base Michael Crichton avait écrit un scénario, et on a complètement tout enlevé. Spielberg dit mais je veux parler de ça. Pareil pour La Guerre des Mondes, mais en fait de quoi le film va parler, mais j'aimerais qu'on réduise ça à la famille, et que en fait ça soit le parcours de cette famille qui soit exactement le parcours de la planète. Et David Koepp est très honnête en disant ça, c'est des idées de Spielberg. Mais ça vaut pas L'Extraterrestre avec Didier Bourdon. Tu vas nous faire pour chaque sur ce. Génial. Pour finir très vite sur Rencontre du troisième type, mais c'est vrai que je comprends pourquoi c'est un film qui te touche pas. Moi, c'est un film que je trouve passionnant, et il y a énormément de choses qui me plaisent dedans. C'est un film mal aimable. Oui. Par contre, surprenamment, en fait. Souvent, j'aime bien les films mal aimables, tu vois, mais je sais pas. Mais parce que c'est un film qui est vraiment traversé par de la rancœur, quoi. Il est en. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette idée que quelque part il invente une raison pour justifier l'éclatement de la cellule familiale. Ce qui est vrai, c'est que il recrée l'union de ses parents à la fin avec la musique et l'informatique. Ça a déjà été très commenté, puisque son père est informaticien, sa mère musicienne, etc. Mais moi, j'y vois vraiment un film un peu sur le déni de Spielberg, tu vois, qui essaye de trouver une raison et qui au final finit par recréer une sorte d'union symbolique. Et puis on est parce qu'il avale pas la pilule, quoi. Papa est parti dans les étoiles. Enfin, on est presque. Oui, en fait, il a besoin d'une justification aussi ouf que en fait le gars part littéralement aux confins du cosmos pour justifier le fait qu'il s'en aille. Mais tu sens pendant tous les moments où Neri ignore sa famille, ignore sa femme, crie partout. Vraiment, il y a des moments où il est psychotique, ce gars-là, quoi. Quand il est dans la douche, Spielberg existe quand il raconte que c'est une scène qui s'est vraiment passée chez lui, que le père dans la douche avec lui qui dit cry baby, you cry baby, cry baby en martelant la porte, c'est une scène qui est vraiment arrivée chez lui. Il a de la rancœur. Et ça rend le film, par moments, je trouve difficile à digérer. Je pense que l'âge auquel on le découvre et le fait que certains procédés cinématographiques fonctionnent plus facilement sur un enfant émerveillé que sur un spectateur endurci qui est plus à même d'avoir du recul, d'analyser certaines choses, compte aussi beaucoup dans l'impact qu'il peut avoir le film. Ouais, mais j'ai pas cette sensation d'émerveillement que j'ai quand je vois E.T., tu vois, par exemple. Vraiment, j'ai l'impression de voir un film très froid et très, très distant, quoi, et très conceptuel, en fait. Pourtant, ça a été un des plus gros box-office de l'histoire du cinéma quand il est sorti. Ça a été le même carton que Star Wars. Pur émerveillement. Enfin, mais je le ressens toujours comme ça, d'ailleurs. Je vois toujours le film avec... Pareil. Et l'accent français de François Truffaut y est pour beaucoup aussi. Ouais. C'est génial. They belong here more than we. J'adore cette réplique. On va enchaîner avec Alexis. Ouais, voilà, parce que vous avez deviné qu'on allait parler à un moment donné de La Guerre des Mondes. Ça n'a plus de secret pour vous. Mais entre les deux, il y en a un autre. Alors peut-être que vous en doutez aussi, parce que c'est un des temps forts de la horrifique de la film. Ouais, mais il y en a plein encore en vrai. Mais il y en a plein, mais voilà, Alexis, c'est donc à toi. Bah oui, moi je reviens au classique, à la première scène gore que j'ai vue de ma vie, je pense, donc qui est la fameuse scène de l'arrachage de cœur de Indiana Jones et le Temple maudit, qui sort en 84. Elle est marrante cette scène parce que j'ai revu tous les films pour préparer cette émission, et ce qui est frappant, c'est le Temple maudit, je pense, est
à peu près ex aequo avec Les Aventuriers de l'Arche perdue, le film le mieux mis en scène de la saga. Il y a vraiment des idées de plans et de mouvements de caméra qui sont absolument délirants, notamment dans le dernier acte où ça part dans tous les sens et le gars te tient sa scénographie avec une maîtrise qui dépasse l'entendement, sauf cette scène. Exact. Tu sais quoi, en le revoyant, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, cette scène est la moins ambitieuse visuellement, en tout cas la plus mécanique dans son déroulé cinématographique de toutes celles qu'on a choisies. Objectivement, si tu retires la lumière de Slocombe et toute la direction artistique, en fait, à l'échelle du cinéma de Spielberg et de ce qu'il est capable de faire, objectivement, elle est quasiment pas filmée, cette scène. C'est ça qui est fascinant, en fait. C'est que, de toute façon, on le sait, Indiana Jones 2, donc pour resituer très vite la scène, donc Indiana Jones est dans les couloirs secrets d'un palais en Inde, Pankot, exactement, accompagné donc par son camarade enfant qui est 2001, joué par Ke Huy Quan, et par certainement le personnage féminin le plus misogyne que Spielberg ait jamais filmé, qui s'appelle Willie Scott et qui est joué par Kate Capshaw. De l'ex-femme de Lucas, certainement. Certainement, qui est la future femme de Spielberg quand même, ce qui est toujours un peu marrant. Ils sont toujours ensemble, et donc ils sont dans les couloirs secrets de Pankot, et ils arrivent dans cette espèce de grotte complètement hors du monde où a lieu une cérémonie pas sataniste mais une cérémonie de magie noire dédiée à la déesse Kali, où on va voir le grand prêtre du culte de Kali. Donc la secte s'appelle les Thuggies, je crois, en version originale, et il va procéder à un sacrifice complètement fantastique puisqu'il va arracher le cœur d'un jeune homme prisonnier qui ne meurt pas, et ensuite plonger ce jeune homme dans la lave, et on va voir le jeune homme brûler et le cœur s'enflammer dans la main de Mola Ram, qui est le grand méchant du film. Et il lui arrache à main nue. Et il lui arrache à main nue. Kalima Shakti. Et donc cette scène-là, elle est extrêmement brutale, et on le sait, c'est pas un secret, il s'en est jamais caché. Spielberg aime pas Le Temple maudit. C'est un film qu'il a plus ou moins renié, et tout particulièrement parce qu'il a renié sa noirceur, et certainement aussi la caractérisation du personnage féminin, parce que c'est pas son habitude, Spielberg. Mais en fait, j'ai moi le sentiment, en vieillissant et en revoyant cette scène pour la X fois, que je pense qu'il est lui-même paralysé par ce qu'il a à filmer sur cette séquence-là, en fait. Faut savoir que Indiana Jones et le Temple maudit, donc l'histoire originale, c'est George Lucas. Ensuite, il y a le scénario qui est écrit à quatre mains par Willard Hewitt et Gloria Katz. Mais il y a le traitement de Spielberg et le traitement de sa mise en scène et de sa direction artistique par-dessus le scénario qui, pareil, ne viennent pas de nulle part. Spielberg, à ce moment-là, il va très très mal, puisque l'année précédente, il y a eu La Quatrième Dimension, le film à sketch dont il était le producteur, sur lequel il y a eu un terrible accident d'hélicoptère qui a décapité un acteur et 2 enfants vietnamiens sur le tournage du sketch de John Landis. Avec tout l'amour que j'ai pour Spielberg, il s'est vraiment comporté comme un gros lâche, parce qu'il a tourné son sketch à l'arrache très très vite pour pouvoir se barrer à l'étranger et laisser John Landis tout seul devant la justice, ce qui est quand même vraiment pas un move très sympathique. Mais du coup, Spielberg a quand même été, il faut le dire, traumatisé par cet événement, et il a dit une phrase qui est intéressante. Je sais plus dans quelle interview, malheureusement, j'ai pas retrouvé la source, mais je suis sûr que cette phrase existe. Il a dit que ça l'avait meurtri jusqu'au plus profond de son âme. C'est pas rien comme tournure de phrase, parce que c'est plus ou moins quand même en sous-texte que raconte cette scène d'arrachage de cœur, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de l'inconscient de Spielberg et du traumatisme de La Quatrième Dimension qui ont dû ressurgir dans sa tête à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est éteint dans cette scène. C'est-à-dire qu'il va toujours à l'essentiel. Mola Ram arrache le cœur, je fais un gros plan sur le cœur. Puis ensuite, j'ai besoin de montrer que Mola Ram est une figure puissante et terrifiante. Je fais un plan taille en contre-plongée. Puis je dois montrer le gars qui descend dans la lave. Hop, je fais un plan large, vue du dessus, avec le gars qui descend vers la lave, et puis ensuite un plan vue du dessous. Et c'est extrêmement sobre dans le découpage, en fait. Très scolaire. Ouais. C'est presque scolaire, ouais. Alors qu'il va être capable de faire des plans dans la suite du film, notamment ce moment où dans le même mouvement, il filme un gamin en train de se faire traîner au sol, et puis la caméra se relève, et d'un coup t'as Indiana Jones dans un nuage de lumière avec le travelling qui avance vers lui, vraiment le plan le plus iconique de toute la franchise quasiment. Donc il est capable encore de s'investir pleinement, et quand il le fait, c'est absolument magistral. Mais ce que j'adore avec cette scène-là, c'est que son caractère terrifiant et brutal vient du fait qu'elle est extrêmement frontale. Tu vois tout, il n'y a aucune suggestion, ne laisse rien à ton imagination, et c'est vraiment filmé en mode cinéma d'exploitation, quoi. Je fais des plans parce que j'ai besoin de filmer des trucs, et ces trucs-là sont déjà tellement gore et tellement dégueux et vont tellement heurter le public que je n'ai pas besoin d'en faire plus. Surtout que le film a un ton super léger et plutôt enjoué. Jusque-là, le film a un ton vraiment de comédie d'aventure, avec un petit fond un peu flippant, mais tu te doutes pas que tu vas tomber
dans un truc comme ça, et ça s'est développé par la suite avec tout le moment où Indiana Jones devient méchant parce qu'il a bu le sang de Kali, et même dans la suite de la scène, qui est pour le coup plus intéressante en termes de mise en scène, quand il va récupérer les pierres, où là la musique de Williams disparaît, il n'y a plus personne dans le temple, et c'est une scène qui est d'un seul coup presque funeste, et où il y a, moi, ce plan, je m'en souviens jamais, en fait, je le redécouvre à chaque fois que je revois le film, où il va quand même filmer dans des espèces d'arches de pierre, où il va filmer des peaux humaines qui sont en train de sécher comme du linge. C'est hyper violent, et il reviendra plus vraiment à ce genre de violence-là. C'est-à-dire que quand il va filmer certainement la scène la plus dégueu qu'il ait jamais filmée, qui est le débarquement de Omaha Beach, où là, pour le coup, tu sens qu'il y a une approche extrêmement naturaliste, documentée, et son objectif, c'est que le grand public prenne conscience de la boucherie qu'a été le débarquement, et sorte un peu des images fantasmées et édulcorées que le cinéma a pu nous donner de cet événement-là jusqu'alors. Il y a une ambition politique et presque militante derrière, sur ce que le cinéma doit faire pour révéler l'histoire et pour qu'on n'oublie pas en fait la dimension organique de ces tragédies-là, quoi. Alors que là, les peaux séchées, c'est très bis, quoi. Ça fait presque film de cannibale italien. C'est du cinéma bis. Ouais, franchement, je pense que tu mates le film en version italienne et tu peux te dire peut-être ça a été réalisé par Lucio Fulci ou je sais pas qui. Non, c'est pas assez dégueu pour le. Non, c'est pas assez dégueu pour Fulci. Dans Ryan, d'ailleurs, j'ai juste une petite aparté. Moi, j'aime beaucoup le film, mais il y a un truc qui me gêne profondément dans le film, c'est il y a cette mission qui se donne avec cette scène, et en même temps, tout le film est basé sur un mensonge. De nous faire croire, avec ce premier fondu enchaîné entre deux personnages, entre le présent et le passé, qui nous fait croire quelque chose qui n'est pas là. Deuxièmement, le film se termine aussi, en tout cas le climax d'action se termine sur un moment purement Spielbergien qui n'a rien à voir avec le réalisme du débarquement. C'est le moment où le personnage de Tom Hanks, je crois, tire avec le pistolet et fait exploser le tank, et alors qu'en fait c'est un avion qui vient de passer, qui vient les aider et qui fait exploser le tank, et là on est presque dans une magie qui moi me fait vraiment très bizarre dans la mission que se donne le film, et c'est le problème qu'il a eu sur la liste de Schindler aussi, mais sur la liste de Schindler je trouve que c'est moins embêtant. Je pense qu'il faudra un autre podcast pour en parler, parce que sinon je vais prendre beaucoup trop de temps. Et je conseille vraiment de lire les 2 chapitres que j'ai consacrés. C'est les 2 derniers chapitres de mon tome 2, parce que justement le titre de Soldat Ryan, je donne toujours un titre à mes traits, c'est documentaire. Ouais, parce que justement en fait il va remettre en question et c'est le principe du Soldat Ryan avec ce mensonge de la mise en scène, c'est de dire on aura beau essayer d'être le plus documentaire possible, jamais on ne pourra rendre compte finalement de ce que c'était exactement. Et même si on essaye, la fiction l'emporte, quoi. C'est ça. Et il y a tout un truc justement sur la réalité et la fiction dans le Soldat Ryan qui mène justement à ce plan final où finalement en fait on est dans la fiction, mais vraiment justement ça répond à la liste de Schindler, à pas mal aussi des accusations qui ont été, et au côté aussi très documentaire de la liste de Schindler par rapport à plein de choses, mais vraiment rien que dans la mise en scène il y a toute une réflexion très intellectuelle et pourtant très très sensitive sur le fait de ne pas pouvoir finalement, même avec tout la bonne volonté qu'on a, de ne pas réussir à retranscrire quelque chose, mais comme dit Spielberg, ça serait un crime de ne pas le faire, de ne pas laisser. Il faudrait qu'on aille se boire un godet, qu'on en parle et qu'on l'enregistre et qu'on fasse un autre podcast. Pour en revenir à Indiana Jones 2, moi c'est pour ça que cette scène-là, je l'ai choisie déjà parce que je l'ai vraiment vécue comme une scène hyper gore et hyper effrayante et en même temps fascinante. Moi c'était la même chose avec la scène des nazis qui fondent dans... Bien sûr, parce que c'est la première scène d'horreur dont je me rappelle, que je me rappelle avoir vu au cinéma où j'avais 4 ans et demi. Moi c'était le Temple maudit d'abord, tu vois. Et ça m'a aussi balancé dans le cinéma d'horreur. Enfin, vraiment, mais cette image. Cette scène-là, elle me marque d'autant plus aujourd'hui que je sais à peu près dans quel état d'esprit il était. Je sais que c'est un film qui lui a échappé. Et c'est pour ça qu'il le renie. Et quand je vois cette scène-là maintenant et que vraiment je l'analyse en termes de découpage, je vois, et ça m'émeut beaucoup en fait, je vois un cinéaste qui est d'ordinaire le meilleur du monde, disons-le, et je vois qu'il est pas vraiment là. Et que la scène se joue un peu sans lui et qu'il l'a subit. Et qu'il subit cette noirceur, mais il sait qu'il doit en passer par là pour pouvoir cracher un truc qu'il a besoin de cracher. Et d'ailleurs, le film d'après, La couleur pourpre, on est à nouveau sur un truc un peu plus
un peu plus mélodramatique et surtout beaucoup plus stylisé, Mais qui beaucoup est plus une maîtrisé. horreur absolue. Oui, mais Tout c'est pas la même oui. chose, tu vois. Il Mais, va pas dans cette espèce de bisserie gore non, cradingue, mais par tu contre, vois, qui lui ressemble c'est pas, beaucoup en fait. plus dur. Ça commence par Oui, c'est le plus dur. viol d'un père sur sa Bien sûr, gamine c'est qui lui beaucoup arrache plus dur. ses enfants. Mais et qui- c'est- Spielberg, c'est pas quelqu'un qui va aller vers l'effet gratos d'ordinaire. Or là, on fait difficilement plus gratos que je te montre la main qui farfouille dans les côtes pour arracher le cœur, et puis après le cœur qui brûle et l'acteur qui rit en regardant le ciel. Mais dans ma C'est tête, extrêmement bis. dans ma Et tête, tu c'était sens qu'il a plus besoin gore. d'y aller, quoi. Ouais. Dans ma tête, là j'ai revu le film, du coup c'était beaucoup plus gore. Mais parce que l'effet le plus gore, on se Ouais. dit toujours que ça va être le cœur, alors qu'en vérité l'effet le plus gore, c'est quand t'as le gars qui brûle dans sa cage. Ouais. Et c'est un animatronique, hein, c'est un pantin articulé, ça se voit mais d'ailleurs, l'articulation est tellement bien faite avec les jets de flammes que moi j'ai vraiment toujours le sentiment qu'il y a un mec qui crame devant moi et ça me met très mal à l'aise. D'ailleurs, Ce que je veux dire, c'est que je l'avais vu gamin et effectivement, elle m'avait marqué et tout comme toi. Et là, en le revoyant, j'ai été presque un peu déçu de voir qu'en fait, elle n'était pas si trash, enfin à hauteur de moi d'aujourd'hui, tu vois. Pour la Mais- filmographie de Spielberg, elle l'est, Effectivement, quoi. C'est une effectivement. rupture quand même, Et, hein, à cette époque-là. Mon fils a eu un malaise devant ce film. Il avait 16 ans quand il l'a Ouais. vu. Waouh. Mais Ah ouais, Devant la scène. pardon. Pardon. C'était juste pour montrer à quel point c'était une scène qui pouvait être impactante. Et pour le coup, j'avais plutôt un bon souvenir du film. Après, j'ai jamais été un grand fan d'Indiana Jones. J'avoue que le revisionnage là, il était assez douloureux, notamment sur le traitement du personnage féminin. C'est Ouais, faut l'enjamber, quoi. ultra vénère. Quand tu le sais, Ouais, t'es préparé, faut l'enjamber, Et mais puis, ouais, c'est pas le meilleur taf de Lucas. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Non, et puis je sais pas, je crois que je suis pas un fanat du côté goofy, cartoon et pulp de d'Indiana Jones. Ça m'a jamais trop parlé. Je toujours trouvé ça un petit peu neuneux. Je vais pas trop me faire d'amis, mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle assez rigolo à faire sur la dynamique de la scène en Inde de Rencontre du troisième type où tu as toute une foule d'Indiens qui pointent le doigt vers le haut pour montrer Ouais, quelque ouais, chose ouais, bien sûr. de beau. Et dans cette scène-là, tu as toute une foule d'Indiens qui s'aplatissent au sol pour montrer leur soumission envers un culte maléfique. Et je sais pas, une espèce de dynamique qui s'oppose dans ces deux scènes qui me fait rigoler. Il y a toute une réflexion sur le cercle karmique, sur les réincarnations, les bestioles qui grouillent, qui étant le plus bas, avec les 3 lignes sur la pierre de Shankara et le truc le plus élevé étant la réincarnation du paradis, qui étant un film qui commence en hauteur dans un café, et puis les gens vont sortir de la fenêtre et descendre dans la rue, et puis ensuite être sur un avion et descendre avec le fameux bateau jaune là, puis descendre une rivière, puis arriver dans le palais et descendre dans les sous-sols du palais, et puis dans les sous-sols du palais, t'as le mec effectivement sur son truc qui descend encore dans la lave. Enfin, c'est qu'une descente complète. Il y a énormément de symbolique aussi du double dans Indiana Jones, justement, avec le Indiana Jones gentil et qui devient méchant, le Maharaja qui lui aussi est une De 2001 un petit peu. Ouais. 2001, qui est à la fois le parallèle de 2001 et en même temps qui est lui aussi manipulé par des autres et qui manipule lui aussi avec ses poupées. Enfin, c'est que des imbrications dans des imbrications dans des imbrications, et c'est pour ça que il y a le passage où Indiana Jones se touche le visage et tout ça, et 2001 fait exactement la même chose. Enfin voilà, c'est que un film sur le double et la dualité, et ça reprend aussi beaucoup les influences hindoues lisez le chapitre que j'y consacre dans mon bouquin, quoi. En fait, tout ce podcast est juste pour vous dire. Posez 6 mois et lisez tout le livre. Et dans le livre de Victor. Et très bien. Voilà, C'est à très mon bien. tour. Est-ce qu'on passe au 4e Allez, gros c'est morceau? très gros morceau. Mais purée, t'as- Donc j'ai- ça t'as vaut pas- pas quoi celui-là? Oui, voilà, t'as pas terminé. Ah, t'as pas alors conclu, attends, ça t'as- vaut t'y as pas pas l'adaptation live action de Dora l'exploratrice. On va pas se mentir. Je l'ai pas vu. Ça va, Moi non plus. tu t'en J'ai sors que bien. citer des films que j'ai pas vu quasiment depuis. T'as pas vu l'extraterrestre avec Ah, Didier faut Bourdon? que tu vois l'extraterrestre avec Didier non, Bourdon. j'ai pas vu l'extraterrestre avec Didier Bourdon. C'est C'est pas, merveilleux. c'est pas spécialement prévu d'ailleurs, mais je C'est le cache dommage, pas. c'est dommage. Il est certainement sur Shadows. Ah, Ouh là là, bah, c'était notre code. alors, crois-moi que si on l'avait, on le mettrait beaucoup plus en avant. Genre, il serait partout, toutes les pubs. Bah, surtout. dans notre com, ouais, Ce c'est serait clair, ouais. que ça. Du coup, oulala, passé après tous ces grands esprits Spielbergiens, Arrête. comment faire? Ouais, en plus, c'est un gros morceau et que j'ai été tellement content de revoir parce que c'est un film, à chaque fois que je le revois, je l'aime encore plus qu'avant. Parce que je me souviens, alors c'est La Guerre des Mondes donc de 2005, je me souviens que la première fois que je l'ai vu, c'était peut-être au ciné, 2005, j'avais 13 ans, c'est possible. Mon premier Spielberg au cinéma. moi. Ouais, c'est possible, moi aussi en vrai. Et ça m'avait marqué, j'avais des images fortes qui m'avaient marqué, mais il y avait des trucs aussi qui m'avaient agacé et le film n'était pas spécialement resté avec moi. Et puis quand je l'ai vu plus tard et tout, avec un peu plus de bagages cinématographiques et de sensibilités différentes aussi, là j'ai pris un peu conscience de l'ampleur et du fait que c'est un film profondément terrifiant et dépressif. Donc pour remettre un peu en contexte, je pense que tout le monde le sait, mais voilà, c'est une adaptation du
du roman de H.G. Wells paru en 98, donc un roman de science-fiction à l'époque où le terme science-fiction n'existait même pas encore, qui a été adapté plusieurs fois, et une des fois les plus notables c'était aussi donc la fameuse émission de radio de Orson Welles, donc adaptation radiophonique qui a donné lieu soi-disant à une panique massive aux États-Unis, qui a été bien sûr exagérée par les médias, etc., et avec le temps, mais voilà, ça c'est l'anecdote un petit peu que tout le monde connaît, mais je voulais le resituer. Puis il y a eu plusieurs autres adaptations. L'autre notable, c'est celle en 1953. Et donc, Spielberg décide de mettre sa patte là-dedans. Le film est écrit par David Koepp, on en parlait tout à l'heure. Et donc, on suit Ray, qui est interprété par Tom Cruise, qui est un père de famille un peu largué, ouvrier sur les docks dans le New Jersey, et qui va recevoir ses enfants pour le week-end. Sa gamine de 9 ou 10 ans, incarnée par Dakota Fanning, qui s'appelle Rachel, et son fils, qui s'appelle Robbie, qui lui a plus adolescent, à plus de 16 ans. Et pas de chance, ça tombe le week-end où les aliens ont décidé de débarquer pour raser l'entièreté de la population de la planète Terre. Et donc, pas de chance ou cause-conséquence. Ouais, exactement, car ça va être une épreuve pour Tommy Tom, qui va devoir un peu renforcer son rôle de patriarche, on va dire. Donc forcément, un des sujets principaux de la filmo de Spielberg, c'est la cellule familiale. Donc là, il l'incorpore complètement dans ce scénario. Et d'ailleurs, c'est une des choses très très intéressantes dans le film, c'est que tout le film est vraiment filmé à hauteur d'homme. Quasiment tout le film, il y a quelques exceptions. Un plan. Il n'y en a pas deux. Non, il y a le plan séquence dont on va reparler, qui sort justement de la cave et qui filme le quartier, mais il n'y a qu'un seul plan. Le plan d'ensemble avec le tripode qui casse un peu ça. Mais il y a ce vrai parti pris de faire un film catastrophe qui va être entièrement filmé à hauteur d'homme. Et donc, encore une fois, comme souvent chez Spielberg, c'est les personnages qui priment, et c'est la vision de l'horreur à travers les yeux des personnages. Et en l'occurrence, là, il utilise donc le prisme de la SF et du fantastique pour parler de ça, pour parler de la cellule familiale, et surtout pour parler, bien sûr, du trauma post-11 septembre. C'est vraiment un des plus grands films qui va parler de ça, peut-être avec Les Fils de l'Homme et Cloverfield, mais qui va en parler, enfin pas frontalement parce que ça parle pas de ça, mais qui va... Ça en reprend l'imagerie, exactement. Ça en reprend clairement l'imagerie. Et d'ailleurs, avant d'aborder ma scène, j'ai envie de revenir sur celle de l'apparition des tripodes. Donc déjà, le fait qu'ils soient enterrés sous terre depuis toujours, il y a ce côté menace invisible. Qui n'était pas dans le livre. Qui n'était pas dans le livre. Ah, j'ai pas lu le livre pour le coup, mais ouais. Ce côté donc menace invisible qui est là parmi nous depuis longtemps, et qui surgit d'un coup de façon complètement inattendue. Donc c'est pas une menace venue du ciel, c'est vraiment une menace qu'on a couvée enlevée dans le sol américain. Exactement. Tu sais que dans le film, il y a une annonce d'un autre énorme traumatisme, et ça personne ne l'a vu, je crois. C'est qu'à un moment donné, quand les deux enfants arrivent dans la maison et vont dans la chambre, juste à côté du lit de Justin Chatwin, il y a une figurine d'un personnage de Dragon Ball. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Justin Chatwin finira par jouer Exactement. dans cette horrible Dragon Ball Evolution. Et il niquait sa carrière au passage, hein. C'est Clairement. terrible. Hein. Bah, Wong aussi, il a niqué sa carrière avec ça. Ouais. Et donc il va cristalliser un peu dans ce film cette peur de plus être en sécurité dans les sociétés qu'on a établies et dans nos modèles de vie, et de même plus être en sécurité au sein même de la cellule familiale. Et donc oui, donc je voulais parler de je sais pas la scène que j'ai choisie, mais juste celle de l'arrivée des tripodes, qui est donc, comme je disais, filmée à hauteur d'homme dans des valeurs de plan, qui rappelle en plus les images filmées un peu par les témoins du 11 septembre. On voit d'ailleurs des personnages qui filment et tout, et il y a ce sentiment vraiment de flottement face à l'horreur qui est en train d'arriver, de surgir devant nous. Donc il y en a certains qui commencent à fuir, d'autres qui commencent à courir, et puis il y a tous ces corps qui partent en poussière, et la poussière qui envahit un peu tout l'écran. Donc vraiment là, on peut difficilement faire plus parallèle que ça entre les images qu'on a tous vues du 11 septembre. Dans le livre, j'en mets en parallèle justement les... Oui, bien sûr, tu le fais je les mets très bien d'ailleurs. côte à côte, Ouais. et c'est exactement les mêmes. Ouais, exactement. Et avec après, plus tard, les images des victimes disparues qu'on recherche, qui étaient aussi... Oui. Tout à fait. Et tu parles aussi du fait que tu disais un truc très intéressant, je crois, sur la scène de la séquence télé où Dakota Fanning zappe les chaînes. Ouais. Et en fait, on voit qu'on passe de Bob l'éponge à des catastrophes qui sont en train d'arriver sur Terre, et l'invasion notamment qui commence à être abordée. Et en fait, ce côté où les Américains, enfin en fait l'homme, tant qu'il n'est pas confronté devant son nez à une menace, il va pas comprendre. Et c'est un peu un parallèle de... D'ailleurs, ce que j'ai trouvé incroyable à ce moment-là, c'est que ça commence en Ukraine. Oui, exactement. Invasion. Ouais. Ouais. Je me suis dit, waouh, non mais c'est trop là. Et c'est un peu ça, tu vois, ça peut être appliqué à plein de choses, au réchauffement climatique, à tout qui part à volo, tant que tu l'as pas sous ton nez, en fait, tu vas
pas paniquer, tu vas zapper et passer à autre chose, quoi. Bah, c'était le principe de H.G. Wells en fait quand il a écrit son bouquin en 1898. C'était vraiment au moment où l'Angleterre envahissait l'Inde et tout ça était en plein milieu on était au plus haut de l'Angleterre victorienne et colonialiste. Et c'est vraiment quand une civilisation plus armée technologiquement que vous envahit, qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Et ça, c'est le principe en fait de H.G. Wells. Aussi, évidemment, c'est pas pour rien que ça arrive 3 ans après l'invention du cinématographe, et c'est des tripodes avec une lumière de projecteur qui va sur les gens. La question de la surveillance absolue, ça, voilà, il parle vraiment de son époque. Et c'est pour ça que la guerre des mondes, c'est un truc qui est passionnant, parce que quand Orson Welles fait ça en 1938, mais en fait, pourquoi est-ce que ça crée une panique ? Ça a quand même créé une petite panique dans des petits villages. Ça a été à petite échelle. C'était pas genre toute la nation, après et tout. mais c'est vraiment arrivé. Et justement, il y a des flics qui ont fait interrompre l'enregistrement, justement parce qu'il y avait des émeutes un peu à droite à gauche, et ils ont dû arrêter l'enregistrement, dire attention, ceci est une fiction, parce que c'est en 1938, au moment où il y avait l'Allemagne nazie qui était en train de faire peur, et donc les Américains avaient cette peur de l'envahisseur en fait. Et donc il reprend les peurs actuelles et il le remet à jour. En 1953, George Pal et Byron Haskins, c'est l'invasion communiste, c'est la peur atomique, il change un petit peu les trucs et il les remet au goût du jour. Et Spielberg, là, c'est le 11 septembre, et évidemment dans la deuxième partie, c'est l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak par les troupes américaines. Et du coup, la scène que j'ai choisie, c'est une longue séquence, vraiment en entier, elle fait 20 minutes. Alors, je vais pas tout décortiquer, et en soi, elle est un peu en 3 parties. Mais j'ai quand même choisi de parler de l'ensemble de la scène. Je trouve que je l'ai choisi parce que c'est vraiment pour moi une séquence de tension et de terreur pure, et de double terreur en fait, qui vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est la scène de la cave avec Tim Robbins qui commence vers 1h08 de film et qui va se poursuivre jusqu'à à peu près l'heure et demie. Et donc on suit donc Ray et Rachel, donc Tom Cruise et Dakota Fanning, qui suite à une énième attaque des tripodes, vont trouver refuge dans la cave de Harlan, qui est donc joué par Tim Robbins. Et donc directement il est introduit comme un personnage menaçant, parce que dès qu'il rentre dans la cave, on découvre le personnage. Au début on le découvre de dos, quand il est dehors il les accueille, et donc quand on le découvre de face, il se dirige vers une lumière il est dans l'ombre, et il se dirige vers une lumière qui fait plein projecteur sur son visage, qui est proprement terrifiant. En plus il a un gros gun, et donc j'ai choisi cette scène parce que je trouve qu'elle encapsule un peu justement le discours du film sur la terreur terroriste qui vient de l'intérieur, et puis en plus elle continue un peu de déconstruire ce mythe du héros américain comme quoi le fait que l'humain qu'on a ce mythe cinématographique qui dit que l'humain face à l'adversité et les épreuves doublerait de courage et de dignité. Et je trouve qu'en fait c'est une scène où il casse un peu ça, et je vais expliquer pourquoi. Et en plus il continue, en plus de ça, c'est une scène très très riche à faire évoluer la dynamique du film entre Rachel et Ray, donc entre le père et sa fille, qui est vraiment la relation principale de la fille du film, et celle qui évolue le plus. Et donc il y a notamment au début de la scène celle où la gamine qui est terrifiée, donc Dakota Fanning d'ailleurs, qui est incroyable dans le film. Moi j'aime beaucoup. Incroyable cette performance. Elle est folle. Je sais qu'elle avait été pas mal critiquée parce que peut-être les gens trouvaient plus le personnage agaçant que elle, vraiment elle-même. Et du coup on a dit mais en fait c'est insupportable, elle fait que crier, elle joue mal. Mais non, je suis désolé, le personnage, déjà c'est une gamine, c'est normal qu'elle crie, mais le personnage vous pouvez le trouver agaçant, mais elle est vraiment incroyable. De toute façon, un énième faux procès fait un film de Spielberg. Oui, de toute façon, exactement. On est habitué. Tout comme la fin qui s'est fait déboîter, alors que fait, c'est génial. Elle est très logique. Bon. Et donc au début de la scène, il y a ce moment très touchant où elle peut enfin lui montrer sa médaille qu'elle a depuis le début du film. Et donc là, on voit un papa qui se rend compte qu'il a été déconnecté de sa fille depuis très longtemps parce qu'il sait même pas qu'elle a eu une médaille, qu'elle a gagné une compétition, machin. Donc c'est en fait absurde de montrer ça à ce moment-là, dans un moment de terreur et de détresse et d'urgence. Mais c'est nécessaire pour elle, et c'est hyper important, et je trouve ça très beau que Spielberg choisisse de mettre cette scène-là à ce moment-là du film. Et puis voilà, et puis après elle lui demande de chanter une chanson que lui ne connaît pas, et donc il y a vraiment une prise de conscience de Ray du fait que il est vraiment déconnecté de ses racines, de son sang, de sa famille, et donc là il va malgré tout lui chanter une chanson que lui il connaît, et donc il va reprendre un peu comme ça, couver sa fille et puis la rassurer avec lui ses moyens qu'il a. Là, tu as exactement pourquoi tu as du mal à t'attacher à Rencontre du troisième type, et pourquoi tu t'attaches complètement. Je pense que c'est ça, c'est les personnages. Ouais, exactement.
Pendant ce temps-là, il y a une menace qui grimpe. Il y a même 2 menaces qui grimpent. C'est celle de Harlan, le personnage un peu chelou qui les accueille, et les aliens. Et donc, on a assez vite cette espèce de d'œil mécanique géant qui est en fait une des tentacules du tripode qui va descendre dans la cave pour un peu voir ce qui se passe. Et donc, on a cette caméra qui devient hyper organique, qui adopte un peu les mouvements de cet œil qui rampe et tout. C'est bien sûr une scène qui fait écho à la scène des raptors dans Jurassic Park. Il y a vraiment plein de ponts, mais voilà, une scène en silence total où il ne faut pas faire de bruit. Donc c'est de la tension pure. Il devait y avoir de la musique d'ailleurs dans les 2 scènes, et il l'a supprimé. Heureusement. Et elle a été écrite. Il y a même ce truc du pied de la gamine qui bouge d'un coup et qui fait retourner du coup le tripode, qui fait rappel bien sûr de la louche qui tombe dans la scène de Jurassic Park. Et donc voilà. Et ensuite après ça, il y a même les aliens qui descendent. Et donc, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit les aliens dans le film et qui d'ailleurs ont un look très similaire au tripode. Et du coup, finalement, la confrontation alien-humain ne se fera pas. Par contre, ce qui se fera, c'est la confrontation homme versus homme. Donc là où on pensait que la plus grande menace ici, c'était cette menace extérieure qui vient de dehors. En fait, non, c'est une menace intérieure. C'est le personnage de Harlan qui va en fait se faire de plus en plus inquiétant. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous dit Spielberg, c'est qu'au cœur d'une horreur vraiment globale et absolue, donc l'invasion alien et la guerre, que naît en fait une horreur plus insidieuse, plus banale, celle des hommes entre eux. Et donc la peur de mourir et la quête de survie de Harlan, elle fait naître un truc très moche en lui, là où chez d'autres personnes elle peut faire naître un truc un peu plus valeureux, on va dire. Mais donc ce personnage de Tim Robbins, sous couvert un peu d'un courage patriotique de façade, il est rongé par la peur de mourir en fait, et paniqué au point de mettre la vie des autres en danger. Et c'est là que Tom Cruise va devoir prendre les choses en main dans une scène vraiment, donc la fin de la séquence que j'adore, pour protéger sa fille, parce qu'il est en train de mettre en danger sa fille. Et donc là on adopte entre guillemets le point de vue de Dakota Fanning. T'as eu ce plan assez dégueulasse et glaçant où quand Tom Cruise revient du moment où les aliens sont venus, il trouve sa fille et Tim Robbins sur l'escalier. Oui, en train de lui Tim dire Robbins des qui trucs dit littéralement, super chelous. t'inquiète pas, si t'en vas pas, il meurt, moi je vais m'occuper de toi. Et là c'est juste horrible. C'est vraiment terrifiant. Et donc en fait je dis entre guillemets le point de vue de Dakota Fanning parce qu'en fait il va lui bander les yeux, mais du coup on va rester avec elle et on va juste avoir le son de cette confrontation. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà, elle est à l'extérieur d'une pièce où on ne sait pas ce qui se passe, elle ne doit pas le voir, on ne voit pas. Ouais. Ça c'est bien. Heureusement qu'il n'y a pas un petit plan de coupe pour nous montrer ce qui se passe et tout. Donc voilà. Et donc ça c'est assez glaçant et à la fois ça met en valeur le personnage de Ray qui de plus en plus du coup prend les choses en main pour protéger sa famille. Et donc la séquence elle se terminera sur Ray qui sort de la maison et qui découvre donc une terre rouge sang qui n'appartient carrément plus aux humains. Et là on passe encore un autre cap de l'horreur et du désespoir. Et en fait c'est pour ça vraiment que j'adore ce film. Je trouve que c'est un de ses plus noirs, un de ses plus... Oh là là, le petit téléphone qui sonne. Je l'avais mis en mode silence. Et au dernier podcast j'avais déjà fait la même connerie. Bravo. Enfin voilà, donc c'est vraiment un film qui parle de désespoir, d'autodestruction. Alors vraiment, évidemment comme c'est Spielberg, il y a une once d'espoir et il y a une fin, on va pouvoir en parler, mais qui quand même est plutôt un happy ending. Mais voilà, c'est... Ouais, exactement. Moi je trouve que c'est la fin la plus triste qu'il ait jamais tournée. Mais ouais, le film est tellement triste, tellement mélancolique. Quoi, mais elle rivalise avec AI. C'est une fin très... Ouais, c'est vrai. Oui, mais AI, c'est pas le même degré de tristesse. Non. Tu vois, c'est que t'es triste pour un personnage où là, j'ai vraiment l'impression que Spielberg me dit de toute façon que l'humanité survive ou pas à la prochaine tragédie qui s'abat sur notre tronche, c'est pas à nous de décider. C'est la nature qui décide. Et si demain elle change d'avis, c'est foutu. Et du coup, tu termines sur un truc très nihiliste presque. Oui. Pas que, parce que justement, ce que disait Aurélien, c'est que en fait, c'est le moment où Spielberg se rend compte qu'il y a une fracture qui s'est faite au sein des États-Unis. D'ailleurs, qui filme, il y a la première arrivée des tripodes. C'est une fracture sur le macadam et les gens doivent aller d'un côté ou de l'autre. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer avec Harlan et Ray, où en fait, il y en a un qui veut face à l'attaque protéger sa famille et l'autre protéger son pays, qui dit c'est une attaque personnelle des États-Unis. En fait, non, ils ont attaqué d'abord en Ukraine. Non, c'est une attaque personnelle des États-Unis. Et en fait, on va aller protéger notre pays parce qu'on attaque les États-Unis. Et en fait, c'est vraiment la fracture qu'il a complètement anticipée, parce que là, on y est 20 ans après, on est complètement
complètement dedans, sur un pays qui est complètement déchiré en deux et qui n'a plus d'espoir de se réconcilier. Et en fait, c'est que tous les films qu'il va faire après, que ça soit Munich. Que ça soit Lincoln, même Lincoln avec cette fracture entre les démocrates et les républicains qui était d'ailleurs inversée à l'époque. Et c'est ça qui est très marrant, en Europe on comprend un peu moins parce qu'on dit mais pourquoi les démocrates c'est les méchants en fait dans Lincoln, et plein d'autres. West Side Story pareil, c'est ces deux qui sont pourtant exactement les mêmes et qui arrivent pas à se comprendre. Le Pont des Espions, c'est exactement la même chose, les deux personnages miroirs de part et d'autre du mur, et en fait qui sont comme deux frères sauf qu'ils sont séparés par le mur, par les pays, et en fait vraiment Spielberg à partir de là il va explorer cette fracture complète au sein de son propre pays. Et c'est pour ça que je trouve le film très très en avance sur son temps, parce que c'est là qu'il voit que cette attaque du 11 septembre, l'attaque des envahisseurs, a créé une fracture au sein du pays qui ne pourra pas être rétablie. Et c'est pour ça que tu parlais de quand il sort justement et qu'il voit en fait le sol tout rouge, ben ça il l'avait anticipé avant dans la mise en scène, justement dans la scène du diner où l'extérieur est entièrement illuminé en rouge. Et en fait cette herbe rouge des extraterrestres, ben, elle y est déjà au moment où les Américains se tuent entre eux, parce qu'à l'extérieur du diner, donc ils arrivent en voiture et Tom Cruise a un pistolet, et en fait il y a des gens qui pètent la voiture, qui essayent de rentrer par le pare-brise. Ce plan du mec qui a ses mains en sang et qui un film de zombies. Complètement. Mais en fait je trouve le film là des 4 où il y a presque une dizaine de scènes, j'aurais pu choisir et ça marchait pour la thématique horrifique chez Spielberg quoi. Mais les scènes les plus terrifiantes du film de toute façon impliquent toujours les humains quoi. C'est ça aussi tu vois, avec cette scène de la cave. Bon, déjà pareil tu vois, un truc qu'aurait pu faire un cinéaste un peu trop classique, c'est de se dire bon bah puisqu'on est dans une petite cave, que les personnages sont la plupart du temps accroupis et qu'ils sont dans une situation de grande détresse, je vais tout filmer en plongée, comme ça on va bien avoir le sentiment qu'ils sont accablés par la situation. Spielberg, quasiment tout le temps la caméra est au niveau des personnages, et ce qui donne un sentiment terrifiant, c'est que tu as l'impression toi-même d'être un survivant coincé dans cette cave à essayer d'éviter les extraterrestres, et c'est une scène qui arrive à la fois à être profondément sombre et très dur à regarder, et en même temps hyper ludique. C'est-à-dire que moi c'est fou d'arriver à marier ces deux trucs là, parce que quand faut quand même se souvenir du choc que ça a été quoi. C'est Tom Cruise. C'est un héros de film d'action qui est déjà à l'époque en train de se lisser un peu avec Mission Impossible. 2 ans avant, il fait Mission Impossible 2. Mais du coup, c'est avant qu'il s'enferme complètement. Et c'est avant qu'il s'enferme complètement dedans. Et pourtant, il y a eu Minority Report où il se crade. Mais ça reste quand même Tom Cruise qui court partout, et puis il survit, et puis il se bat, il fait des cascades et tout. Oui, il a beaucoup de défauts. Il pousse très loin la déconstruction du héros et la déconstruction de son acteur et de la mythologie de son acteur, parce que tu commences le film avec cette fameuse scène où le tripode sort et commence à tirer partout, tu vois Tom Cruise courir et tu te dis voilà, c'est parti pour la course de Tom Cruise, tu vois. Et en fait il fait que se planter, il se tape des gens, il trébuche, il tombe par terre, il est couvert de cendres, il voit pas où il va, et tu sens que Spielberg a vraiment construit sa séquence de manière à briser la Tom Cruise running énergie. Exactement. Quoi. Il y a ce plan merveilleux d'ailleurs où il comprend qu'ils sont en danger de partout et que même le mec qui les accueille, potentiellement une menace, où il met ses mains là devant ses yeux et il y a la caméra qui se rapproche de ses yeux et on voit toute la douleur et la détresse qu'il y a en lui. Et te dire, tu vas chercher Tom Cruise pour jouer ce gars-là, donc qui court mal, qui est en panique, qui est un mauvais père, qui est un gars égoïste, qui a pas beaucoup de culture, qui a l'air d'être un sale con de droite en plus, tu vois. Enfin, tu sens qu'il a une vibe trumpiste avant l'heure, ce personnage au début, quoi. Avec ses moteurs de bagnole qui traînent chez lui, et qui va finir, certes pour protéger sa fille, mais qui va finir par buter un gars. Et t'as un truc, tu te dis, waouh, c'est lui Tom Cruise maintenant. En fait, ça joue aussi sur les attentes du spectateur. Et puis la scène, elle est pas héroïque quand il bute Tim Robbins, c'est sale, non, quoi. C'est sale, c'est putride, quoi. Mais c'est pour ça qu'il commence le film en tant qu'antagoniste, Tom Cruise. C'est pas pour rien que la première fois que tu le vois, il est en haut d'une grue en train de manipuler un objet, un truc en métal. Enfin, il est vraiment positionné exactement comme les envahisseurs, et avec une vue sur New York de l'autre côté. C'est pas pour rien que ça se passe avec une vue sur New York, parce que c'est part du 11 septembre et tout ça. Mais très clairement, en fait, au départ, Tom Cruise, il y a plein de clins d'œil dans la mise en scène et dans la mise en place du personnage, où en fait il est associé aux extraterrestres. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'appelle Ray comme le rayon lumineux. C'est pas le même nom que dans le. C'est marrant, j'ai pas lu dans ton bouquin, mais moi j'ai une autre théorie sur pourquoi il s'appelle
rappellerai. Pour moi, c'est Roy de Rencontre du troisième type si il n'avait pas rencontré les extraterrestres, ce qui serait devenu. Alors, ça y est, Tu dans lis un de mes ton deux bouquin ? chapitres, Ok, justement, je dirais et Roy Ok, à alpha voilà. et oméga, A et O du cinéma Ah oui, de je l'ai lu Spielberg. en plus, Ouais. c'est vrai, je me suis trouvé l'idée géniale. Mais Justement. parce qu'en plus, le moteur dans la cuisine fait référence à tout, au petit train dans la cuisine, etc. Le fait qu'il soit séparé de ses enfants et de sa famille pourrait être ce que Roy finirait par devenir. Et puis, il y a aussi tellement d'équivalence visuelle dans les deux films sur la façon dont les extraterrestres arrivent avec le ciel qui devient d'abord le premier signe, etc. Ce qui sort, les lumières qui sortent du ciel, sauf que, mais voilà. Et je trouve qu'il y a Qui compare au feu d'artifice. D'ailleurs, Voilà. il dit c'est le 4 juillet, c'est le 4 juillet. Et en fait, cette espèce de truc où il va y avoir aussi un rapport très très extrêmement politique au film où en fait, regarde ces lumières dans le ciel. En fait, c'est ça qui va nous. On compare la naissance du pays à l'horreur qui se passe. C'est pas pour rien d'ailleurs que le film part de New York pour aller à Boston, qui sont le fondement des États-Unis. Ça finit sur une statue du soldat de la Révolution à Boston, lieu de la déclaration d'indépendance, etc. Mais du coup, je trouve que ce reflet entre les deux films est terriblement pessimiste sur l'évolution, pas seulement du bien cinéma sûr. de Spielberg, enfin de ce qu'il va dire de son monde, et du coup de l'évolution du monde en général. Mais tu as deux plans qui sont vraiment parallèles et qui se font écho. Un, E.T. qui découvre la banlieue de Los Angeles avec les grandes lumières de nuit, et tu as exactement le même plan dans La Guerre des Mondes, sauf que c'est Ray justement qui sort de la maison et en fait qui découvre la totalité justement en contrebas, exactement tout plat, exactement le même plan que dans E.T. Et en fait tout est rouge et tout est dévasté. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé 20 ans après, on passe de l'émerveillement à la C'est désolation. littéralement du sang, quoi. Ouais, mais en plus, encore une fois, dans cette logique de renverser les attentes, il y a une réplique qui passe complètement inaperçue quand tu regardes le film, mais qui est pas du tout à prendre à la légère quand tu as justement cette espèce d'orage énorme là, qui se profile au loin, et que tu as Tom Cruise qui fait venir sa fille dehors et qui lui dit "Wanna see something cool?" Est-ce que tu veux voir un truc cool? Ça, c'est la promesse du film sur le papier, tu vois, qui a été vendu, ce qui explique qu'il n'a pas fait un score au box-office aussi délirant qu'il aurait dû, en fait. Compte tenu de la hype de Tom Cruise à l'époque, il a très bien marché, mais pas autant que prévu, parce qu'en fait, le film pirate ces attentes-là en permanence. Le spectateur, il y va, il a vu l'affiche avec la terre dans la main d'un alien et marqué Tom Cruise en haut, et il se dit c'est Tom Indépendance Cruise des qui va... deux, Voilà, c'est voilà. ça. Ouais, c'est ça. Et en Alors plus, c'est un Spielberg. Et on anti-indépendance y va, Day, quoi. Et moi, je me souviens vraiment de ce choc au cinéma, au bout de 10 minutes de film, de dire mais il est vraiment insupportable, ce gars, il est con comme la lune. Ouais. Pourquoi c'est lui le héros? Pourquoi on file ce rôle-là à Tom Cruise hyper étrange? Et t'as ce truc où il va lui-même chercher sa fille et il la ramène dans le jardin face à cet orage, et il se rend compte in extremis qu'ils vont y laisser leur peau, il rentre dans la maison très vite. Lui d'ailleurs, il se marre comme un gamin quand sa fille est déjà C'est un terrorisée et veut ado, quoi. rentrer. C'est vraiment un ado, et en fait le film va contrecarrer totalement les attentes du Mais blockbuster ce qui est estival, génial, quoi. c'est que dans Rencontre du troisième type, le fait qu'il soit un enfant est une qualité pour le personnage Là, de c'est un Roy. problème, quoi. Et là, c'est un problème. C'est Et terrifiant. justement, cette scène-là dont tu parles, quand il sort sa fille, ça se passe juste après qu'il ait fait la séquence de baseball avec son fils, où il s'engueule, il s'insulte, il balance une balle dans la vitre, et là il est cadré à l'intérieur de, justement, il vient de rompre la cellule familiale, et il est en viseur, en fait, vraiment tout seul dans cette espèce de cercle. C'est un motif qui va revenir dans le Et film. c'est un d'ailleurs. motif qui revient tout le temps, parce que c'est un film qui parle que de la cellule familiale. Quand on me dit oui, Spielberg c'est du truc pour neuneux, en fait, il suffit de décortiquer La Guerre des Mondes et que tu vois qu'en fait cette espèce de personnage dans un cercle revient 15 fois dans le film alors qu'il est dans aucun de ses films, tu comprends en fait comment ça part. Le film part le premier plan, c'est une cellule avec un noyau, et c'est exactement le principe de ce personnage-là inscrit dans un cercle qui va revenir et revenir et revenir et revenir. C'est pas un moment quand il arrive avec cette voiture dans le diner, il y a une femme aussi avec un bébé dans les bras à l'intérieur du cercle qui est décrit là. Et la cave dont tu parles, c'est super important, parce que la cave, c'est le noyau, c'est le centre, c'est la base de la maison, c'est les fondations qui va toujours, la grande histoire et la petite histoire, les fondations à la fois du pays, mais à la fois de cette cellule familiale, où en fait c'est pour ça que je disais cause-conséquence tout à l'heure sur l'invasion extraterrestre. Elle arrive au moment en fait où les tensions familiales sont au plus haut, comme si en fait c'était ces tensions familiales, l'éclatement de cette famille-là qui avait créé l'invasion, et au moment où ça y est,
Tom Cruise a accepté son rôle de père. Il y a toute une réflexion aussi sur l'évolution, c'est très darwiniste comme truc, qu'il a accepté de mourir éventuellement pour sa fille, de tuer les autres qui pouvaient. C'est à ce moment-là que finalement l'invasion s'arrête. Et il y a un côté comme ça, toujours, on part de le premier plan, c'est un plan séquence qui part de la cellule pour arriver vers l'infiniment grand, et le dernier plan, c'est exactement l'inverse, et on revient sur la cellule. C'est un film qui va faire que aller du microcosme au macrocosme et inversement. Et on parlait tout à l'heure du plan séquence dans la cave, quand ils arrivent chez la mère au bout de 30 minutes de film, ils sont dans la cave, ils passent la nuit dans la cave face à un écran, face à la fenêtre, exactement comme les Américains ont passé la nuit du 11 septembre à revisionner les images, à se demander si ça allait arriver à nouveau. Et il y a le plan séquence qui sort de la cave et justement qui va filmer l'intégralité du quartier et qui arrive sur un réacteur d'avion qui est dans le salon des gens, et c'est exactement les réacteurs des avions du 11 septembre qui sont arrivés dans le salon littéralement de tout le monde, et ça finit sur un avion crashé. Et là, on revient dans ta scène, on revient justement de l'extérieur. On a fait l'extérieur, on a perdu Robbie. C'est la guerre. Ça beaucoup d'images de la guerre de sécession d'ailleurs, qui sont très empruntées à John Ford et à d'autres cinéastes de l'époque. Et on revient justement dans la cave. À chaque fois, on part du plus petit pour aller au plus grand et du plus grand pour aller au plus petit. Et finalement, les deux sont mis en parallèle. Et tout le film comme ça fonctionne sur cette espèce de boucle il faut mourir pour pouvoir, comme dans l'évolution, avoir mérité sa place sur la planète. Et c'est pour ça que la fin est parfaitement normale et naturelle, et en plus elle nous est donnée par la gamine justement, Dakota Fanning, qui à un moment se met une écharpe dans la main, et Tom Cruise lui dit je vais l'enlever, il dit non, mon corps va l'enlever toute seule quand il jugera ça bon. Et puis c'est une fin, excuse-moi Alex, vas-y. qui nous dit aussi en fait l'homme et la puissance armée n'est pas la solution. Exactement. En fait, c'est la solution, elle est ailleurs, et en soi la salvation, elle est à 0% due à l'action humaine en fait. Après t'avoir fait une deuxième heure qui est que l'invasion américaine en Iran et en Afghanistan, avec un déploiement des armées, le déploiement des armées, les convois qui passent devant les files de réfugiés et tout ça. Enfin, c'est très 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 fort. Et puis politiquement. cette ironie quand même où à la fin du film, quand Tom Cruise fait remarquer à un soldat, déjà tu te dis le soldat l'a pas remarqué lui-même quand même, quel con quoi, fait remarquer à un soldat qui a plus de bouclier sur les tripodes parce que les oiseaux se posent dessus, et c'est quand même, tu te dis il faut en fait que l'ennemi soit déjà en train de mourir pour que l'humain ait la possibilité d'avoir un impact sur lui, quoi. Parce qu'en fait c'est déjà écrit à ce moment-là, tu vois, tu le découvriras par la suite avec la voix finale, mais en fait les aliens ils sont en train de tomber malades, leur technologie qui a l'air, ça le film n'explique pas trop, mais qui a l'air semi-organique, en fait t'as l'impression qu'il y a une couche d'organique à l'intérieur des tripodes, tu vois, voilà. Notamment quand il coupe à la hache le tentacule, où on s'attend que ce soit entièrement métallique, mais une espèce de truc une espèce de fluide étrange, et en fait je pense que le film travaille un peu ça, et du coup tu te dis potentiellement que même leurs machines sont malades, et en fait tout ça est en train de crever, et qu'il n'y a pas besoin de tirer des missiles dessus, mais l'humain va le faire quand même, parce qu'il n'arrive pas à accepter qu'il pèse rien dans cette situation. Il a besoin de se donner le beau rôle et un rôle actif, qui est exactement en fait, ce qui travaille le personnage d'Arlan dans la cave, dire, il faut qu'on y aille, il faut qu'on agisse, et en fait il est, à part creuser un trou dans la boue pendant des mois et des mois, il sera capable de rien faire, ce gars-là, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que la conclusion de cette scène, c'est il a fallu tuer tous les républicains quand même. Et puis, ce qui n'empêchera pas que après, une fois que c'est ce que fait le personnage de Tom Cruise, les aliens soient quand même là à venir attaquer, donc ça ne résout pas les choses, et ça ne tue pas le mal dans le. Ce qui m'avait ultra marqué dans cette scène la première fois que je l'ai vue, c'est que c'est vraiment au bout d'1 heure et quart de film que tu vois les aliens, à quoi ils ressemblent. Et moi j'en étais à un stade où je me dis on va jamais les voir, ça va rester une menace, alors pas invisible parce qu'il y a les tripodes, mais voilà, une menace qu'on ne voit pas réellement, et un peu comme Signe, qui sont deux films miroirs qui parlent du 11 septembre aussi. Et vous en pensez quoi justement de l'apparition de ces aliens, parce que je me suis moi du coup la première fois elle m'avait terrifié, en mode parce que je m'y attends pas du tout, je suis en mode en plus tu crois que c'est fini parce qu'il y a l'œil qui se rétracte et tout, dire ok la menace est finie, et là ça arrive, et en plus j'aime beaucoup le fait qu'ils observent un peu autour d'eux, en fait tu sens que ils sont un peu espiègles, ils font tourner une roue de vélo, ils ont un peu peur des trucs qui tombent et tout, et en fait tu vois une vulnérabilité aussi chez eux qui est abordée pour la première fois et qui sera après mis en exergue par la façon dont ils vont périr, quoi. On n'a pas parlé de la scène du miroir avec le. Oui, génial. Ouais, mais alors, je sais que vous avez une séance de Spielberg justement à présenter, et donc il faudrait pas qu'on vous garde trop, malheureusement. Mais si on a encore le temps, parlons-en. Mais il est 18h15. C'est chaud. Ça commence à faire short. C'est chaud, les moments. Mais on pourrait parler des heures. C'est ça en fait. Et surtout de celui-ci, qui est c'est très riche. Un monument à analyser.
Et, très très sous-estimé. Comme moi, il y a beaucoup de films comme ça qui sont ultra sous-estimés de Spielberg et qui sont fondamentalement détestés, notamment par leur fin. T'as Empire du Soleil, AI et La Guerre des Mondes, qui à chaque fois on te dit. Ça fait vraiment partie de mes préférés. Mais voilà, les trois on te dit c'est des happy end mièvres. Non, pas du tout. D'ailleurs, ça m'avait bien traumatisé aussi. D'ailleurs, parallèle extraordinaire de scènes dans Empire du Soleil et La Guerre des Mondes avec la rivière qui charrie les corps. Oui, justement, on va en parler tout à l'heure. C'est exactement la même scène. Qui vient. Je sais qu'Empire du Soleil, pour le coup, il anticipe un peu l'histoire, mais me semble-t-il, dans La Guerre des Mondes, son inspiration. C'est le génocide au Rwanda. C'est le génocide au Rwanda, ouais. Mais de toute façon, j'en parle, je décortique un peu. Ça, c'est grâce à Rafik Joumi qui m'avait. Je crois que je sais plus si je le cite, enfin, je dois le citer au début du paragraphe. Mais en fait, j'ai une partie qui s'appelle Les guerres du monde. Parce qu'en fait, il va utiliser, en référant dans la guerre la guerre des mondes. Tu te poses des pièges. C'est ça. Plein d'imageries qui restent de différentes guerres. Il y a les vêtements qui tombent, ça c'est un truc qui avait été rapporté en Tchéquie, en Pologne, des camps, enfin plein de trucs. Le génocide au Rwanda, l'église qui se sépare en deux, c'est un autre truc qui est une photo assez connue. Voilà, il va utiliser en fait l'imagerie de toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde pour recréer cette espèce de truc ultime de qu'est-ce que la guerre et qu'est-ce que l'humain par rapport les humains qui tuent des humains. C'est ça que je préfère dans le cinéma de genre, c'est quand justement tu abordes des sujets sociaux, politiques et tout à travers le prisme du genre, à travers une histoire qui va t'investir émotionnellement, plutôt que de l'aborder frontalement en parlant du sujet direct. Ouais. Souvent ça me touche un peu moins. Et donc là c'est un très grand film là-dessus. Ouais. C'est un très grand film et c'est un film, comme on le disait tout à l'heure, qui montre une évolution assez terrifiante finalement du cinéma de Spielberg, du cinéaste du merveilleux qui essaye de nous pousser, en tout cas de pousser ses personnages à aller vers la fiction, à l'intérieur de la fiction, comme tu le disais tout à l'heure Victor, et puis qui finalement finit par cette espèce d'aveu d'impuissance face à la marche du monde qui est complètement inverse à celle que lui il aurait voulu, et que le cinéma n'a pas rempli sa fonction du coup. Ça c'est vraiment le constat peut-être le plus déchirant de tous, c'est que pour Spielberg, le cinéma n'a pas réussi à amener les gens vers l'illumination. Ouais. C'est un constat d'échec. Et c'est un peu vrai, malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est que le cinéma continue de résister encore et toujours, que ce soit par ses œuvres passées, ses œuvres présentes et futures. Le hasard fait qu'on termine cet épisode sur la guerre des mondes, alors que Spielberg vient de terminer le tournage de son prochain film, qui est à nouveau un film d'extraterrestres. Voilà. Et on ne sait pas encore quel sera le traitement des extraterrestres dans ce film. Alors, le film s'appelle jusqu'ici Disclosure. Apparemment, il a 2 ou 3 titres de travail déjà. Mais le fait qu'il s'appelle Disclosure, pour moi, c'est vraiment le genre révélation. Et vu que ça parle d'extraterrestres, et vu qu'il utilise souvent les extraterrestres comme un symbole pour quelque chose, je suis sûr que ça va parler de post-vérité, de conspirationnisme et de tout ça. Des dossiers Epstein et tout. Ouais. Non, mais en tout cas, vraiment, est-ce que tu serais pas couché avec des extraterrestres ou pas ? Je suis sûr qu'après qu'il ait fait Pentagon Papers, je suis sûr que ça va parler de post-vérité. Petite anecdote, parce que Spielberg ne revoit jamais ses films, et là il a revu Les Dents de la Mer pour le 50e anniversaire. Savez-vous ce qu'il en a pensé de son propre film ? Il a dit c'était pas mal. La citation exacte est « J'ai bien aimé ». Oui. Ah oui, c'est ça. Ça doit être très dur d'être Steven Spielberg parce que lui, du coup, ne voit jamais les films que nous, on voit. Ouais. Lui, il voit des films imparfaits, incomplets, et il voit tous les défauts. Du coup, il regarde du Kubrick, du Lynch, j'imagine. Voilà. Après, il n'a pas regardé Le Bon Gros Géant, et ça, c'est bien quand même. Il a de la chance. Mais les proutes de corgi. Ah ouais, non, c'est compliqué ça, Le Bon Gros Géant. C'est compliqué. Alors, le chapitre est assez court dans mon bouquin parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est vraiment le traitement de Melissa Mathison de la dyslexie de Spielberg. Et en fait, c'est à peu près le seul truc intéressant. Mais ce géant qui se croit un nain au milieu d'autres géants encore plus grands que lui. C'est sur vraiment la dissection de qu'est-ce que ça dit de Spielberg à ce moment-là de sa carrière, c'est fascinant. Bon, après, malheureusement, c'est pas compatible avec un podcast Shadows. Non, un peu. Ah, mais c'est du fantastique, hein, mais. Oui, mais bon. Mais je tout ça pour. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on fasse un deuxième volet parce que c'est clair que des scènes horrifiques dans le cinéma de Spielberg. Il y en avait plein d'autres. On en a. Beaucoup, hein. Et juste un truc sur la guerre des mondes, ce qui est fou, c'est que le film, et on l'oublie souvent, il y a 10 mois entre le go de Tom Cruise qui vire Joe Carnahan de Mission Impossible 3 et la sortie du film en salle. Et donc en fait ils ont eu 10 mois pour faire ce film-là. Le film date de 2005, les effets spéciaux sont hallucinants. J'ai revu en 4K hier et ça y est. Pareil.
Là, on y est là. Ouais, Il faut être honnête. On est au moment où ça va commencer à prendre un coup de vieux. C'est déjà un peu le cas. C'est Et déjà dans pas 10 mal ans, ça va être compliqué. Mais sur c'est- 20 c'est- ans. Bah, seul- ça dépend ce qui sort dans les 10 prochaines années. Seulement, Ouais. je trouve, sur la scène de vaporisation Oui, au début. Je crois que c'est ouais, vraiment ouais. le moment où Paradoxalement, truc a un petit peu le mal plan vieilli. qui a le prix le plus cher en termes de vieillissement, c'est un plan de Dakota Fanning qui regarde passer les oiseaux dans le ciel. Les Oui, oiseaux sont c'est vrai. tous numériques. Je Et me ce suis fait plan-là les- ouais. est complètement dépassé. C'est très étrange que ce soit celui-là qui ait vieilli le plus mal parmi tous les plans truqués du film, parce qu'il y a des trucages très complexes. D'accord. Tu vois que les oiseaux, ça va pas, quoi. Et les Ouais. autres, ça va pas. Tu vois. Je suis d'accord. Mais parce que je pense compte tenu du planning, je pense que celui-là, ils l'ont bâclé. Mais Ils se sont Ouais, dit, mais on ça a l'a fait tellement de Hitchcock, trucs parce que de- les oiseaux chez Hitchcock, ça va pas. Donc. Mais ce qui est fou quand on se dit entre le début de la pré-production Ouais, et la 10 mois. sortie en salle, 10 mois, enfin ça n'existe plus ça, ce Et genre il de attaque truc. le tournage de Munich au moment où la Ouais. Guerre des Mondes part en post-prod. Et En parce plus. qu'en fait, il y a un énorme travail derrière de Stan Winston sur le plateau, mais de Denis Muren en amont, avec une des premières vraies grosses utilisations des animatiques et le mot c'est les prévises, merci, qui vont être après complètement dévoyées par Marvel derrière, mais vraiment c'est le moment où ils disent, ben voilà, on fait toutes nos séquences en amont pour dire voilà exactement ce qu'on veut, et donc comme ça les VFX commencent au moment où on tourne, et on sait exactement ce qui va être tourné, ce qui va être, et il y a en plus, les VFX sont super importantes dans le film parce qu'à chaque fois qu'on voit les extraterrestres, ils sont derrière justement des arbres, ils sont toujours liés à la nature qui va les tuer. Et puis on voit rarement les tripodes en entier aussi, ça fait partie du côté terrifiant Bien et de la sûr, grandeur bien du sûr. truc. On va devoir vous laisser, Tout à fait, malheureusement. mais on aurait bien continué Oui. encore. Est-ce que pour finir, Victor, tu peux nous dire, nous rappeler le titre de ton livre et nous dire peut-être où on peut le trouver? Alors ça s'appelle L'œuvre de Steven Spielberg, l'arc du blockbuster, volume 1 et volume 2. En plus, les deux couvertures se répondent l'une l'autre, ça fait les deux parties du visage de Spielberg. C'est très joli dans une bibliothèque. C'est édité par Third Edition et c'est disponible partout, en commande dans n'importe quelle librairie, sinon en rayon à la Fnac. Parfait. Et bah, jetez-vous dessus. On Merci vous tue. messieurs. On vous libère, filez comme le vent pour continuer à répandre la bonne parole. Bah, merci de Spielbergienne. nous avoir invités. Merci Un beaucoup. C'était super plaisir. chouette. Ouais, un c'est vrai trop cool. plaisir. Merci à vous. Et on se réentend, enfin on vous reparle, bref, on refait un podcast bientôt. ouais. Voilà. Sur l'extraterrestre avec Didier Bourdon. Voilà. Si vous, voulez putain, faire, t'as pas- si vous voulez faire un volume 2 sur Spielberg, Ouais. hein, on Ouais. est là. T'as pas fait ton dernier comparo? Ah bah oui. La Allez. guerre des mondes, c'est. C'est pas Mondes des deux. Skyline. Ouais, voilà, c'est pas Ah, Skyline. ouais, c'est pas mal. Rampage avec Dwayne Johnson. C'est voir, c'est pas Beyond Skyline. Oh, oui, oui, oui. Oui. Allez, bisous. Des bisous. Ciao.